Voix de fin de soirée, ouais, je suis un peu malade, quoi, mais tout va bien, hein, vous inquiétez pas. Alors, euh, on a fait la pub, on a fait les subs, on a fait la promo, on a tout fait, mesdames, messieurs. Alors, ah bah parfait, 29 septembre, pas du tout. Ah, je l'ai, c'est bon. Alors, il faut qu'on choisisse ce qu'on va se regarder. Alors, aujourd'hui, mesdames, messieurs, qu'est-ce que je peux vous dire sur la politique? Qu'est-ce que je peux vous dire sur la politique? Euh, j'ai rien de voix de gauche. Un petit peu, hein. Un petit peu, on dirait presque que j'ai fumé roulé depuis 15 ans, alors que vraiment pas du tout, hein. Mais un peu voix de gauche, du coup. Euh, Tu en es là de la politique. Ouais, là, je vais, écoutez, je vais être sincère avec vous, hein. Là, j'ai un petit moment, de ras-le-bol de la politique. Voilà, je vous le dis. Écoutez, je vous le dis, hein. On se dit tout. Donc, je vous le dis. Il y a Framboise qui dit, vu que pas de perles vendredi, go faire des perles. Je vais être franc avec vous, j'ai regardé un peu les perles. J'ai regardé un peu les perles que vous m'avez envoyées. Elles m'ont pas fait rire. Déjà, il y en a une bonne partie, j'avais quand même suivi. Mais ça m'a pas fait rire. Je vous avoue, même les perles, elles sont pas drôles, quoi. Euh, je sais pas, je sais pas trop quoi vous dire, tu vois. Alors est-ce qu'on va vraiment commenter le mot de Macron sur France Inter samedi qui appelle à arrêter de livrer des armes à Israël? Est-ce qu'on va vraiment commenter ça? Euh, Est-ce qu'on va vraiment commenter Emmanuel Macron qui nous dit samedi? Ah, on peut le commenter en deux mots, hein, donc tiens, est-ce que je peux le trouver? Est-ce que je peux le trouver? Euh, Macron, inter, non pas interview. Ah si, interview, ça marche. La francophonie au sommet, absolument. Ah, alors attends, j'ai BFM TV. La francophonie au sommet. Moi, je veux la vidéo. Comment je fais pour trouver la vidéo? Nom de Zeus. La francophonie au sommet. Euh, Ok. La francophonie au sommet, inter. Vidéo. Euh, TV5 Monde, c'était ça, non? Trop tard. Bah, ouais, trop tard, bien sûr. Bon, alors attendez, j'ai trouvé BFM qu'on Et Monsieur parle. Macron, vous avez déclaré dans un an. Ok. Bon, c'est pas mal. Alors, là, on a BFM TV. BFM TV, c'était quand? BFM TV, attendez, on va faire déjà plein écran ici. Toc, je peux le passer ici. BFM TV hier, samedi 5 octobre. Donc là, j'imagine c'était hier. Emmanuel Macron qui devait être en conférence de presse au sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts, hein, évidemment. Écoutons ce petit clip de BFM TV, on va voir ce qu'on en pense après. Et Monsieur Macron, vous avez déclaré dans un entretien à France Inter qu'il fallait cesser de livrer des armes pour mener les combats sur Gaza. Alors à qui adressez-vous ce message? Est-ce que le président américain Joe Biden est le premier destinataire de ce message? Et par ailleurs, comment pouvez-vous vérifier que le matériel dit défensif qui est fourni par la France n'est pas utilisé de manière même détournée par Israël dans des frappes sur Gaza ou sur le Liban? Je vous remercie. Alors, bonne question, hein. Merci beaucoup. Je peux vous confirmer sur le deuxième point que ça n'est absolument pas le cas. Bon, bah donc on est obligé de le croire, hein. Merci. Ensuite, je veux simplement dire la cohérence de notre position depuis le début. Nous sommes en solidarité avec la sécurité d'Israël. Et je le dis à 2 jours du 7 octobre, alors même que nous prendrons
plusieurs initiatives à cette occasion pour montrer que nous n'oublions rien. Et je le dis en ayant une pensée toute particulière pour les familles de victimes et d'otages. Je recevrai moi-même à Paris les familles d'otages. Alors, il faut que je vous remette du contexte. Il faut que je vous remette du contexte parce que là, on sent une certaine gêne chez Emmanuel Macron et on a besoin de remettre du contexte. Donc, comme le dit le journaliste de BFM TV, samedi, dans un entretien enregistré plusieurs jours avant. Je peux pas. Alors, c'est marrant. Hein. C'est marrant. On a perdu 300 viewers au moment où on a mis Macron. C'est marrant. Hein. Là, genre, il y a vraiment des gens parmi vous qui ne peuvent plus l'écouter, quoi. C'est d'une netteté absolue. C'est intéressant. Hein. C'est intéressant. Trauma. Inaudible. C'est pas juste inaudible. Il y a des gens qui ne peuvent plus l'écouter, quoi. C'est-à-dire qu'ils préfèrent m'écouter parler de guitare plutôt qu'écouter Emmanuel Macron. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Alors que c'était le contraire il y a encore quelques mois. Dès qu'on mettait Macron, on avait les gens qui affluaient en se disant « Ah, super !» Et là, vraiment, tu vois qu'il suscite une détestation et même un trauma intense, hein, de manière tout à fait compréhensible. Donc, le contexte est le suivant. Samedi dernier, donc Emmanuel Macron, dans un entretien diffusé sur France Inter et enregistré quelques jours plus tôt, se prononce pour un arrêt des livraisons d'armes à Israël, en disant c'est une cohérence avec ma position qui est celle d'appeler au cessez-le-feu. Si on appelle au cessez-le-feu, on appelle également à arrêter de livrer des armes. Il s'est immédiatement fait rabrouer plus que sèchement par Benyamin Netanyahou, qui a dit que la position française était une honte et que l'objectif de Emmanuel Macron, c'était de laisser Israël désarmé face au terrorisme, évidemment. Et le soir même, samedi soir, il y a un communiqué de l'Élysée qui sort disant que, réaffirmant de manière timide la position d'Emmanuel Macron et ajoutant la France est l'ami indéfectible d'Israël. La France est l'ami indéfectible d'Israël. Fin de citation. Donc ça, c'est ce qui s'est passé samedi dans la journée. Emmanuel Macron qui prend une position tardive certes, mais assez forte. Hein. Il faut arrêter de livrer des armes à Israël. Je vous rappelle que, et ça fait maintenant depuis janvier dernier que tout le monde le dit, et c'était même sans doute vrai avant, ça fait depuis au moins janvier dernier que tout le monde le dit, il suffit que les États-Unis arrêtent leur livraison de munitions à Israël et la guerre à Gaza prend fin, instantanément. Israël n'a absolument pas les conditions de production interne pour soutenir son effort de guerre à Gaza, a fortiori à Gaza, au Liban et maintenant en Iran. Et Twitch, c'est Twitch qui a bugué quand j'ai mis Macron, ok, intéressant. Moi, ici ça marche, hein, j'ai pas droppé de frame. Et donc la France en livre déjà pas, c'est qu'une posture. La France, alors il y a tout un débat sur les livraisons d'armes de la France à Israël. Ce qui est sûr, c'est que la France livre de toute façon très peu d'armes à Israël. La France exporte ses armes très peu en Israël. Et puis il y a tout un débat où la position de la France, c'est de dire on exporte des pièces détachées qui sont utilisées dans la fabrication, soit de munitions d'attaque, mais qui sont destinées à la réexportation, soit qui sont destinées à des armes de défense. Il y a pas mal de voix qui se sont élevées pour en douter. Il y a eu une enquête de Disclose qui semblait montrer que des pièces détachées envoyées par la France étaient destinées à des munitions qui pouvaient servir à Gaza. Il y a eu un démenti de l'Élysée qui disait pas du tout. Regardez bien, le contrat pour ce matériel-là spécifique montre que c'est simplement pour la réexportation d'Israël à l'extérieur et pas pour l'utilisation interne. Bref, il y a un débat là-dedans. Il y a un débat là-dedans que je maîtrise pas, donc je vais pas rentrer dedans. C'est des sujets qui sont trop graves et trop techniques pour que je puisse me permettre de m'exprimer sans en avoir la pleine maîtrise, ce que je n'ai pas. Mais ce qui est sûr, c'est que la France n'est pas la première concernée. En tout cas, quand bien même la France est une des plus grosses puissances exportatrices d'armement au monde. Hein. Malgré tout, la France n'est pas la première concernée par ces questions-là.
Par contre, il suffit que les États-Unis arrêtent la livraison de munitions à Israël et la guerre se termine. L'effort de guerre à Gaza ne peut pas être soutenu par Israël seul. Donc, cette position d'Emmanuel Macron, elle est évidemment tardive, mais elle est malgré tout une position assez forte, qui a été saluée d'ailleurs par une partie du Nouveau Front Populaire, à commencer, pas tout le Nouveau Front Populaire, mais une partie du Nouveau Front Populaire, a commencé par de nombreux orateurs et oratrices insoumis qui se sont exprimés ce week-end. Le problème, c'est évidemment ce mot d'Emmanuel Macron, de l'Élysée, quelques heures plus tard, la France est l'ami indéfectible d'Israël. Alors, ami indéfectible, ça ne veut pas dire soutien inconditionnel. Hein. En diplomatie, attention, les mots ont un sens. Donc, l'ami indéfectible d'Israël, ça ne veut pas dire le soutien inconditionnel à Israël. C'est soutien inconditionnel qui, officiellement, n'a jamais été la position de la France. Officieusement, on n'en est pas très loin. Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, a elle-même employé ce terme. Mais il ne faut pas se tromper. Hein. Ami indéfectible, ça ne veut pas dire soutien inconditionnel. Mais malgré tout, ça ressemble quand même à un joli rétropédalage. Alors, la conférence de presse qu'on est en train de regarder prend place après cela. Écoutez, je ne sais absolument pas ce qu'Emmanuel Macron a dit hier sur le sujet. Je vais le découvrir en même temps que vous. Et je recevrai françaises, franco-israéliennes, et je recevrai les familles de victimes vivantes en France. Voilà. Dis donc, l'affluence, c'est pas... il a pas fait le plein, Manu. Hein. Ça se bousculait pas pour l'écouter. C'est fou, ça. Regardez-moi ça. Vous avez vu Genre, en fait, il y a pas que vous, quoi. En fait, il y a pas que vous. Genre, plus personne ne veut l'écouter. Comme les viewers. Genre, ils ont FF, quoi. Ils ont FF. Ils se sont barrés. Les journalistes, ils ont vu Macron rentrer, ils ont dit « Oh non, pas lui !» « Oh non, pas lui, ça va. » Oh putain, regardez-moi ça. Franchement, on croirait un meeting du PR. Oh, c'est méchant, mais c'est pas faux. C'est méchant, mais c'est pas faux. La vache. Dis donc, ça c'est douloureux quand même. J'ai demandé au ministre des Affaires étrangères de faire une tournée dans la région. Il sera lundi en Israël et recevra avec un message de ma part les... Même ceux qui sont venus, ils se sont foutus au fond, ouais, j'avoue. Même ceux qui sont venus, ils voulaient pas qu'on les voit, genre non mais je suis pas là, hein. Je suis pas là moi. Hein. Moi je suis là, c'est ma rédaction qui m'a dit. Hein. Moi c'est ma rédaction qui m'a dit, mais moi je prends des notes, mais je suis pas là. Hein. Dites pas que j'étais là, hein. Dites pas que j'ai écouté Emmanuel Macron. Hein. Je veux pas avoir la honte. Oh putain, j'avoue, c'est ça la vanne que je cherchais depuis tout à l'heure. C'est ça la vanne que je cherchais depuis tout à l'heure. On dirait un amphi de droit constitutionnel en fin de semestre. On dirait, no joke, un amphi de droit constitutionnel. Oh putain, je remets l'image parce qu'elle est folle. Alors, si vous vous demandez à quoi ça ressemble un amphi de droit constitutionnel en fin de semestre, ça ressemble exactement à ça. Alors je vous fais le décryptage. Là, au premier rang, vous avez les bons élèves. Ils sont toujours là, ils seront toujours au premier rang, ils prennent des notes, ils vous envoient des regards encourageants. Ça, c'est si vous êtes bon. Si vous n'êtes pas bon, tu sens qu'ils se font chier, mais ils ont trop peur pour leur partiel. Donc, ils sont là. Ils sont au premier rang, tu vois. Et puis ensuite, tu as exactement ce no man's land au milieu. Hein. Là, sur les côtés aussi, personne ne veut aller sur les côtés. Quoique, si le radiateur... Ça, tiens, là, tu vois, tu les vois ces deux-là, là. Tu les vois ces deux-là, c'est que tu as le radiateur, en fait. Là, tu as le radiateur. Du coup, eux, ils se sont mis à côté du radiateur. Ils se sont mis bien, tu vois. Ils se sont mis bien. Mais donc là, t'as le no man's land de non mais attendez, c'est bon, je veux pouvoir partir. Voilà, je veux pouvoir partir. Et donc t'as ceux du fond là qui se mettent ou les prises. T'as raison. Eux ils se sont mis à côté des prises de courant. Là ils se sont mis à côté des prises de courant et c'est pas pour brancher leur ordi. Hein, c'est parce qu'ils avaient plus de batterie sur leur téléphone. Donc ils se sont mis à côté des prises de courant pour brancher leur iPhone, comme ça ils peuvent continuer de scroller pendant le cours en se disant que peut-être malgré tout la mémoire inconsciente va faire le taf, tu vois. Là ils se sont dit écoute, je vais me coller à côté de la prise, je vais brancher mon tel, je vais scroller toute ma vie sur TikTok,
il y a un monde où le cours de droit constit, il est quand même rentré dans mon cerveau, tu vois. Et donc là, ça c'est ceux qui sont venus, genre, écoutez les gars, franchement, on est sur place. En vrai, l'amphi, il est chauffé. Venez, on y va. Allez, l'amphi, il est chauffé. En vrai, venez, on y va. On se pose. Et donc là, ils t'écoutent pas du tout. Hein. Alors là, eux, sache que ils t'écoutent pas du tout, tu vois. Là, ces trois-là, ils sont en train de faire un morpion. Donc là, ils font un morpion sur une très très grande... merde. Ils font un morpion, mais sur une très très grande feuille à carreaux. Hein. Eux, là, vous les voyez pas, mais eux, ils t'écoutent pas. Hein. Ils sont en train de faire un morpion. Là, ces trois-là, ils sont en train de s'envoyer des textos pour se foutre de ta gueule, tu vois. Ils sont sur WhatsApp. Ils sont sur WhatsApp et ils se foutent de ta gueule en direct. Tu les vois glousser, mais tu peux pas. Tu les vois glousser, mais ils parlent pas. Alors tu peux pas les engueuler, tu vois, parce que ils pourraient être en train de glousser parce que ce que tu dis est drôle. Mais toi, tu sais que tu es en train de faire un cours sur le droit parlementaire et les évolutions introduites par la réforme de 2008. Donc tu sais qu'en fait, ils rient pas avec toi, ils rient de toi. Donc là, eux, ils sont en train de s'envoyer des messages WhatsApp. Et eux, la vie a quitté leur regard, tu vois. Ils sont venus, ils se sont dit c'est quand même important. Et à l'instant où ils se sont assis, ils se sont souvenus de pourquoi est-ce que il y a une semaine, ils s'étaient dit plus jamais ça. Et donc là, eux, leur regard est vide. Là, c'est vraiment, c'est l'armée des morts vivants. Là, c'est les White Walkers, quoi. Le regard vide, vitreux, et ils sont en train de se faire infliger un cours de 3 heures sur la réforme constitutionnelle de 2008. Ils t'en veulent, mais bon, ils sont un peu prisonniers, tu vois. Ils sont un peu prisonniers, c'est un peu à celui qui partira le premier, et puis bon... voilà, ils veulent pas, quoi. Ils veulent pas, ils osent pas. En fait, eux, ils osent pas, tu vois. Eux, ils osent pas. Il suffit qu'il y en ait un qui se lève et tous se barrent, mais ils sont un peu paralysés, genre non, je vais quand même pas partir au milieu, ça se fait hap et tout. Ceux-là, à la pause, ils sont plus là. Hein. Ce rang-là, à la pause, à l'entracte, ils se barrent. Hein. Ça, c'est sûr. Eux, ils reviendront pour continuer de se foutre de ta gueule. Ah non, eux, ils continuent et eux, ils auront arrêté leur morpion. Et ils auront commencé à faire un petit bac. Ils seront sur le petit baccalauréat, hein, évidemment. Voilà. Cette blague a duré vraiment trop longtemps. Cette blague a duré vraiment trop longtemps. Pardon, je relance. Vivant en France, j'ai demandé au ministre des Affaires étrangères de faire une tournée dans la région. Il sera lundi en Israël et recevra, avec un message de ma part, les familles franco-israéliennes de victimes. La France, au-delà de ce message de solidarité, et réitérant le fait que nous n'oublions rien et que nous demandons la libération des otages, est aux côtés d'Israël et de sa sécurité. Et là-dessus, c'est sans ambiguïté, nous l'avons encore montré ces derniers jours. Lorsque l'Iran a déclenché des frappes, la France était mobilisée et j'ai tout de suite accédé à la demande du Premier ministre Netanyahou pour participer à la sécurité d'Israël. Néanmoins, nous essayons aussi d'être cohérents. Et lorsque nous demandons des cessez-le-feu, c'est le cas pour Gaza, ça a aussi été le cas pour le Liban la semaine dernière, eh bien, nous tâchons de ne pas demander un cessez-le-feu tout en continuant à livrer les armes de la guerre. Et je pense que c'est simplement de la cohérence. C'est vraiment scandaleux ce qu'il dit. C'est vraiment scandaleux. C'est vraiment scandaleux parce que le cessez-le-feu à Gaza, la France le demande officiellement depuis des mois. Hein. La France le... Non, mais là ce que dit Emmanuel Macron, c'est vraiment un scandale. Ça rend fou. Le cessez-le-feu, officiellement, la France le demande depuis des mois pour Gaza. Depuis des mois. Et donc là, Emmanuel Macron fait mine de se revendiquer de la cohérence. Quand on tient des positions, on est cohérent. Il fait mine de se revendiquer de la cohérence. À partir du moment où on demande un cessez-le-feu, on ne continue pas d'envoyer des armes de guerre. Et donc, nous demandons aujourd'hui l'arrêt de l'envoi des armes de guerre. Oui, mais ça fait des mois et des mois que la France demande un cessez-le-feu. Et ça fait des mois et des mois que la France n'a précisément pas pris une telle position, qui était pourtant demandée depuis des mois et des mois par toutes celles et ceux qui marquaient, atterrés, accablés par le massacre en cours à Gaza, le génocide probablement hélas en cours à Gaza. Ça fait des mois et des mois que nombreux sont ceux qui réclamaient l'arrêt de l'envoi des armes et des munitions qui seuls permettent de soutenir l'effort de guerre. Emmanuel Macron a donc, de son propre aveu, passé des mois à soutenir une position incohérente.
Voilà, ça c'est factuel. Hein. Je ne fais que reprendre, je ne fais que donner du sérieux, ce que je ne devrais pas faire. Je ne fais que prendre au sérieux sa propre prise de position. Si demander un cessez-le-feu sans demander l'arrêt de l'envoi des armes, c'est incohérent, ça veut dire que sa propre position pendant des mois et des mois vis-à-vis de Gaza a été incohérente. Donc ça, c'est une première chose. Ça veut dire que Emmanuel Macron lui-même vient d'admettre, sans frétiller des épaules, hein, Emmanuel Macron lui-même vient d'admettre qu'il a été, pendant de longs mois, un tartuffe sur la question gazaoui. Un pur tartuffe, c'est-à-dire quelqu'un qui, justement, n'est pas conséquent, ne prend pas la peine de tirer les conséquences de ses paroles. C'est-à-dire que pendant des mois, il a demandé un cessez-le-feu, comme ça, là, on demande un cessez-le-feu, sans demander son corrélaire, effectivement, son corrélaire naturel, qui est l'arrêt de l'envoi des armes. Donc, Emmanuel Macron est un tartuffe. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. Si on est cohérent, tu ne demandes pas un cessez-le-feu sans demander l'envoi des armes. Manque de peau, c'est pile ce qu'il a fait pendant des mois pour Gaza. Donc, il n'est pas cohérent, il est un tartuffe, il s'est gorgé de mots, il s'est payé de mots, il s'est contenté de se donner les apparences d'un grand pacifiste sur la scène internationale. Alors, au moins, il a fait ça. C'est déjà d'autres pays, d'autres diplomaties ne se sont même pas prononcés en faveur d'un cessez-le-feu. Donc, vous me direz, au moins, il a fait ça, c'est pas complètement faux. Au moins, il a fait ça, c'est pas complètement faux. Mais de son propre aveu, il aurait fallu faire beaucoup plus. Il aurait fallu tirer les conséquences de sa propre position et demander l'arrêt de l'envoi des armes en Israël qui seuls permettent à Israël de continuer les massacres qui ont lieu à Gaza. Première chose. Mais alors, là où ce qui se passe en ce moment est absolument insupportable et montre bien que il y a, et je le dis en le déplorant, plus qu'en le déplorant, je le dis en étant moi-même accablé, il y a, vous le voyez bien, les bonnes et les mauvaises victimes. Il y a les bonnes et les mauvaises victimes, et il y a les victimes gazaouis. Ah oui, bon bah, on demande un cessez-le-feu, hein, Vous avez vu, on a demandé un cessez-le-feu. Hein. Voilà, ils ont arrêté? Non? En même temps, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On l'a demandé, nous. Hein. Donc il y a les victimes gazaouis qui subissent un massacre absolument insupportable depuis eh bien maintenant 1 an. Hein. Et puis il y a les victimes libanaises, et quand Netanyahou commence à bombarder le Liban, là oui, là pour le coup, on ne se contente pas de demander un cessez-le-feu, on demande l'arrêt de l'envoi des armes. Donc voilà, ça vous montre ce qu'on savait depuis longtemps. Il y a les bonnes et les mauvaises victimes. Il y a les pays amis de la France dont Emmanuel Macron, la diplomatie française se préoccupe, en l'occurrence le Liban, et on peut s'en féliciter. Hein. On ne va pas regretter que la diplomatie française demande l'arrêt de l'envoi des armes en Israël qui permettent aujourd'hui des bombardements de masse sur le Liban et en parallèle qui permettent la poursuite des massacres à Gaza. On ne va pas regretter que la diplomatie française aujourd'hui demande l'arrêt de l'envoi des armes, mais par contre, on peut pleurer de cette hypocrisie qui consiste à laisser faire quand c'est à Gaza, parce qu'en vrai, les Palestiniens, on s'en fout un peu. Pas moi, hein. Hélas. Et par contre, dès que ça arrive au Liban, là tout d'un coup, c'est pas la même. Là, bizarrement, c'est pas la même. Donc, comme vous voyez, il y a les bonnes et les mauvaises victimes. Donc, force à toutes les victimes, parce que nous, ici, on va pas s'amuser à les opposer. Force à toutes les victimes. On pense à elles et à eux, et évidemment, c'est un fragment de notre humanité qui est arraché à chaque fois que nous avons nous avons connaissance d'un nouveau massacre, d'un nouveau bombardement. Force évidemment à toutes les victimes, mais la position diplomatique française, elle est insupportable. En fait, la position d'Emmanuel Macron, elle est insupportable. En tout cas, je parle pour moi. Et donc, je vous confirme que, pour ma part, je considère qu'aujourd'hui, le cessez-le-feu à Gaza... À sa décharge, les victimes de Gaza ont été invisibilisées avec une zone interdite aux journalistes. Non, mais c'est pas vrai, éco-terroriste. C'est pas vrai. Enfin, je veux dire, oui, bien sûr, les massacres à Gaza n'ont pas
n'ont pas eu l'écho, l'exposition médiatique que ces massacres auraient dû avoir. Bien sûr, ça c'est vrai. Bien sûr que les médias ont cruellement sous-traité cette question, et bien sûr, bon, ça, que le traitement médiatique ait été tout à fait contestable, je suis le premier à en être d'accord. Mais ne dites pas que les massacres n'étaient pas connus et les victimes invisibilisées. Si tu voulais savoir, tu pouvais savoir. Enfin, je veux dire, on a nous-mêmes ici, sur ce stream, il y a quelques mois, participé à l'opération Streamer for Palestinians, où on a levé collectivement, je ne sais plus combien, 1 million d'euros, je crois. On a levé collectivement 1 million d'euros pour Médecins du Monde, pour venir en aide aux victimes gazaouis. On a reçu sur cette chaîne, et puis sur la chaîne de Bagheera également, on a reçu des porte-paroles de Médecins du Monde qui savent exactement et qui sont capables de décrire exactement ce qui se passe sur place. Médecins sans frontières aussi, on a parlé à Charles Villa sur cette chaîne avec Ava au moment de Streamer for Palestinians. On a parlé à Charles Villa qui nous expliquait, qui lui est plutôt proche de Médecins sans frontières, et qui nous expliquait qu'il avait exactement les mêmes échos que ceux que nous donnait Médecins du Monde. Donc dites pas qu'on ne sait pas ou qu'on ne savait pas. Enfin, je veux dire, tout le monde sait. Si on veut s'informer, tout le monde peut savoir ce qui se passe, hélas, aujourd'hui à Gaza, et ce qui se passe depuis 1 an. Donc c'est absolument terrible. Gaza est une priorité pour aujourd'hui. Et donc je vous confirme que, pour ma part, je considère qu'aujourd'hui le cessez-le-feu à Gaza est une priorité pour permettre de reprendre les actions humanitaires à plein et permettre aussi de travailler à la solution politique qui seule assurera la paix et la sécurité pour tous. Enfin, encore une fois, hein, ce sont des mots, hein, ce sont des mots qui sont faciles à dire, qui l'honorent. Tant mieux. Mieux vaut qu'il dise ça plutôt que la France est l'ami indéfectible d'Israël et lui apporte son soutien inconditionnel. Mieux vaut qu'il dise cela. Mais ça fait 1 an que ça dure, et qu'a fait la France concrètement pour mettre fin au massacre? Hélas, rien. Avec les 2 États à la clé. Et pour ce qui est du Liban, nous appelons aussi au cessez-le-feu. Et je note, demeurant, que la semaine dernière, à New York, le président Biden comme moi-même avons endossé un texte de cessez-le-feu, et donc que les États-Unis d'Amérique étaient favorables pour le Liban. Bref, bon. Président Biden qui peut, quand il le veut, hein. Joe Biden qui est encore président des États-Unis, Joe Biden qui, quand il le désire, peut tout simplement, encore une fois, stopper l'approvisionnement d'Israël en armes. Les massacres à Gaza s'arrêtent comme ça. Que ce texte avait été discuté avec à la fois les composantes libanaises et Israël pour le conclure. Et la phrase n'a pas de sens. On est vraiment sur de la structure syntaxique de base, hein, et la phrase n'a pas de sens. Je regrette que le Premier ministre Netanyahou ait fait un autre choix et pris cette responsabilité, en particulier d'opérations terrestres sur le sol libanais. Et donc oui, si on appelle à un cessez-le-feu, la cohérence, c'est de ne pas fournir les armes de la guerre. Et je pense que ceux qui la fournissent ne peuvent pas chaque jour appeler à nos côtés au cessez-le-feu et continuer de les approvisionner. Sur le Liban, puisque vous m'offrez l'occasion d'en parler. Bon, bah donc voilà, un Tartuffe, mesdames, messieurs. Un Tartuffe, hein. Il nous dit ça aujourd'hui, alors que lui-même appelle au cessez-le-feu depuis des mois. Enfin, lui-même, la diplomatie française appelle au cessez-le-feu depuis des mois, sans avoir jamais demandé à cesser les livraisons d'armes à Israël. Un Tartuffe, mesdames, messieurs. Parler. Il a raison, bien sûr qu'il a raison. Évidemment qu'il a raison. Le problème, c'est pas qu'il a tort. Le problème, c'est qu'il a raison 8 mois trop tard. Là aussi, confirmer, comme je l'ai fait dans mon propos introductif, le fait que nous tiendrons donc dans les toutes prochaines semaines cette conférence de soutien qui a vocation à apporter de l'aide humanitaire. Putain, j'avoue, émoticône Tartuffe. Hein. Et à consolider les efforts de la communauté internationale et à apporter aussi des éléments de soutien aux forces armées libanaises pour sécuriser, en particulier le sud Liban. Alors, attendez. J'écris à Pinpoint.
Pimpouin qui fait les emotes de ce stream. Hop. Pimpouin qui fait les emotes de ce stream. J'écris en direct à Pimpouin. Ça part, hein, ça part. Hop, sur Signal. Il est sur Signal, putain. Ça part sur Signal, hein. C'est parti. Hop. Toc. Je l'appelle par son pseudo secret que je ne vous révélerai jamais. Hop. Il nous faut une emote Tartuffe. Hop, voilà. Tac, c'est parti. Voilà. Erwan. Non, mais Erwan, c'est son prénom, c'est pas son pseudo secret. Son pseudo secret, je ne vous le révélerai jamais. D'ailleurs, sachez que son vrai prénom, je milite, hein. Je milite, c'est très important. Rendre l'emote pub. Oui, l'emote pub, elle sera gratuite, bien sûr. L'emote pub, elle sera accessible à tous. Il y aura 2 emotes qui seront accessibles à tout le monde, c'est l'emote pub et l'emote bonjour. Et ensuite, les autres, ce sera pour les abonnés. Sachez que... Alors, c'est très important. Pimpouin, son prénom, c'est Erwan. C'est public, il le dit. Mais sachez que son vrai prénom, et ça, c'est très important que vous le sachiez, c'est pas je le dis aux 6000 personnes présentes. Son vrai prénom, c'est pas Erwan. Son vrai prénom, c'est Ervan. Alors, ça s'écrit pareil, mais ça se prononce Ervan. Voilà, sachez-le. Hein. C'est très important. Voilà, je balance, je révèle les révélations sur le streamer Pimpouin. Sachez que son vrai prénom n'est pas Erwan, mais Ervan. C'est très important. Hein. C'est très important que vous le sachiez. Faut être précis. Ça sent la douille. Non, alors, il y a 0 douille. 0 douille. Vraiment. Vraiment. Non, mais c'est. Bref, moi, je sais pas. C'est un ami d'enfance, Ervan. Enfin, Pimpouin, pardon. C'est un ami d'enfance. Donc, c'est. En tout cas, sachez que moi, je l'appelle Ervan. Voilà, bref, on a demandé à Pimpouin une emote Tartuffe. Il vient de me répondre. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh. Il a dit oh. Sourire malicieux, tu trolls. Non, je troll pas. Non, je troll pas, c'est vrai. C'est vraiment 100%. Non, mais en fait, je pourrais commencer à expliquer. Mais si je commence à expliquer, ça rentre dans trop ça rentre dans trop les détails privés et tout, donc je peux pas. Mais donc en fait, j'en ai trop dit, mais j'en ai trop dit. Ou pas assez, mais comme je peux pas en dire plus, du coup j'en ai trop dit. Alors attendez, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, le Pimpouin? Il faudra que tu me briefes, tu as une idée de l'aspect qu'elle pourrait avoir. Elle ressemblerait à quoi une emote Tartuffe? Dites-moi. À quoi elle ressemblerait l'emote Tartuffe? Pas simple. Bah non, pas simple, hein. À une truffe. Un clown, hein. Ouais, genre un clown. À Macron. Non, pas à Macron. On peut pas faire une emote Macron, on n'a pas le droit. On n'a pas... Un chapeau à grelots. Un clown. Mais on met qui en clown? Est-ce que on met... Est-ce qu'on dessine... Attendez, j'ai vu un coucou. Eh, mon Pimpouin, t'es là. Ah, voilà. Bon, alors déjà, sache que... terrible. J'ai révélé ton grand secret. J'ai révélé que ton vrai prénom n'est pas Erwan, mais Ervan. Enfin, j'ai pas donné de détails. J'ai juste dit... parce que j'ai prononcé ton nom Ervan en live, et donc voilà, j'ai été obligé de révéler ce grand secret. Bon, ensuite, on veut une emote Tartuffe, mon cher Pimpouin. Mais... oh là là, c'est terrible, ça balance les doses, ça y est. On veut une emote Tartuffe. Donc il y a pas mal de gens qui parlent de clown. Mais on peut pas faire une emote... En fait, on peut pas faire un Macron en clown, ça n'existe pas, on est d'accord? On est d'accord que ça n'existe pas de faire un Macron en clown. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas autorisé. Voilà, ça n'existe pas au sens c'est pas autorisé. Molière et sa pièce. Ah ouais, un Molière avec un nez...
Un Molière avec un nez de clown. Le clown. Molière en clown. Un Molière en clown, c'est peut-être... Putain. Le chat en PLS. Prochain ban word. Putain, ça va passer. Vous savez quoi? Ça va être instantané. Alors attendez. Attendez. Bon, je laisse les modos le faire. Je laisse les modos le faire. Vous avez compris. Les modos ont compris de toute façon. Hippias en Molière. Ah, Hippias en Molière, ce serait rigolo ça. Hippias en Molière. Non mais Macron, on n'a pas le droit de faire une emote Macron. C'est pas autorisé par Twitch. Molière en clown. Un clown avec une coupe de Molière. Ok. Donc c'est soit un clown avec une coupe de Molière, soit Hippias en Molière. Non mais j'ai pas envie que Hippias il soit spammé pour dire Tartuffe. Donc on va faire... Parce que Hippias on le spam mais pour Hippias en Molière, clown en Macron. Molière en clown, ça marche bien, je trouve. Ok, bon, on a une... C'est bon, on a une direction. On a une direction. Très bien, très bien. Impeccable. Bon, écoute, mon cher Pimpouin, voilà, tu as ton brief. Hein, tu as ton brief. C'est le chat qui t'a briefé. Hein. C'est le chat qui t'a briefé. C'est bon, on a fait la réu. C'est bon, on a fait la réu. C'est bon. C'est bon, on a fait la réu. Et petite réu d'équipe devant 6000 personnes, là, c'est quoi le problème? Avec 6000 personnes. Réu d'équipe créative avec 6000 personnes. Bien. Bon, et ben donc voilà, Emmanuel Macron à Tartuffe, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Prochain point, les stats. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, terrible, hein. C'est terrible, évidemment. Alors, le cap clair, ouais, j'ai écouté... Attends, il y a Raphaël Glucksmann. Bon, on va pas faire Raphaël Glucksmann, j'ai vraiment trop la flemme. Non, je vous ai trouvé, je sais ce qu'on va regarder. J'ai trouvé ce qu'on allait regarder. Maintenant que... Mais on a fini Macron. Mais on a fini Macron, c'est bon, Macron, voilà, Macron à Tartuffe. Voilà, la conclusion, Emmanuel Macron à Tartuffe, mesdames et messieurs. Voilà, ça c'est la conclusion. Il faut un cap clair. Putain, j'ai presque la voix pour faire il faut un cap clair. J'ai la bonne voix ou pas? J'ai l'impression que j'ai la voix qui permet pas loin. On va pas refaire la NUPES. Il faut un cap clair. Bien. On va pas écouter, il était en meeting et tout, il était sur BFM. On va pas écouter ça. On va écouter. On va faire ce que j'avais prévu. Alors, où est-ce qu'elle est? Ah, mais elle est là, en fait. Depuis le début, elle est là. On va se regarder, mesdames, messieurs. Wow. Mesdames, messieurs, on va se regarder. Incroyable, mais vrai. Tais-toi. Putain, le player de Radio France, c'est un cauchemar. Oula. J'ai envoyé balader ma tasse. C'est n'importe quoi ce qui se passe ici. On va se regarder questions politiques. On va se regarder questions politiques. Tu as l'air trop calme. Que quelqu'un interviewe Renaud aujourd'hui pour que Clément soit chaud ce soir sur scène. Bah justement. On va s'énerver un peu. Sachez que hier, sur questions politiques, il y avait Maude Bréjon, qui est la nouvelle porte-parole du gouvernement. J'ai oublié de lancer le... Pardon. J'ai tout oublié. J'ai oublié de dire bonjour YouTube. J'ai oublié de demander à YouTube de s'abonner. J'ai oublié de lancer le local record. Tiens, le local record est lancé. Voilà, on n'a pas de local record PEMF pour Macron. C'est dommage, hein. c'est pas de chance. Bon, bah, hein. C'est le moment, bien sûr, de... Je téléchargerai le stream. Ouais, bah ouais.
Voilà. Donc bonjour YouTube avec du retard. J'ai oublié de te dire bonjour, abonne-toi, tout ça. T'es sur une chaîne de replay, c'est pas la chaîne principale. Il y a 2 chaînes. Si tu veux avoir à la fois les capsules et les replays, tu t'abonnes aux 2 chaînes, tout ça, tu connais. Merci peuple de YouTube, lâche un like, un commentaire, tu mets ton emoji préféré, le référencement, bon tu connais, c'est bon peuple de YouTube, on se connaît maintenant. Road to 200 000 bientôt sur la chaîne principale, Road to 50 000 j'y crois sur la chaîne secondaire, ça arrive mesdames messieurs, ça arrive. Bien, alors, donc, mesdames messieurs, je vous propose, pour qu'on s'énerve un peu, pour qu'on fasse un peu monter la tension, parce qu'en effet, pensez à moi s'il vous plaît, par pitié, je joue ce soir, au Saint-Georges, l'art de ne pas dire. Plus je suis énervé, meilleur est le spectacle. Donc il est temps de faire un peu monter le cardio. Il est temps de faire un peu monter le cardio. Et pour ce faire, on va écouter bien sûr Maude Bréjon dans Questions politiques. Maude Bréjon qui est, incroyable mais vrai, la nouvelle porte-parole du gouvernement. Ah, alors on la connaît pas encore. Généralement, on a des bonnes surprises sur les porte-paroles. On a souvent des bonnes surprises. Remember Prisca Thévenot. Remember, comment s'appelait-elle déjà oh là là, elle était incroyable, elle en lâchait une. Madame, on va pas distribuer des masques à tout le monde. Moi, je sais pas comment on met le masque. Sibeth Ndiaye, voilà. Remember Sibeth Ndiaye. Les porte-paroles du gouvernement. Olivier Véran aussi. Hein. Olivier Véran. Alors, Olivier Véran, l'homme qui a renoncé à la chirurgie esthétique, manifestement. Si bête à jamais dans nos cœurs, absolument, hein, absolument. On a eu Castaner, c'est vrai, hein, et Attal. Hein. Les porte-paroles du gouvernement, c'est souvent qualitatif, mesdames, messieurs. Alors, on va la découvrir ensemble. Écoutez, là, on est vraiment de retour dans le cœur du café rhétorique tel qu'il était au début. Hein. On se lance une interview, on la découvre ensemble, et puis on voit ce qui se passe. Ça dure 1 heure, mais ça dure pas 1 heure parce que je crois qu'il y a 2 invités, donc on a une vingtaine de minutes. Par contre, je sais pas si on peut accélérer. Oui, on peut accélérer. Alors. De politique du dimanche sur France Inter, diffusée sur France Info, la télé, et en partenariat c'est pas Karine Bécard, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement Barnier a rendu le budget le plus délicat de la comme tous les dimanches par les images de la semaine, ce qui vous la grande. Okay. Maude Bréjon, vous avez choisi une photo de la maison. Alors c'est les images de la semaine, mesdames et messieurs, hein. C'est le début. Hein. Tandis que le train de l'hype est parti, n'hésitez pas à participer au train de l'hype. Hein. Bientôt, il y aura des emotes spéciales train de l'hype, tout ça, ça va être incroyable. Des adolescents à Strasbourg, dites-nous pourquoi. Parce que le Premier ministre a fait de la santé mentale la grande cause de l'année 2025 et que j'y suis personnellement très sensible. Je considère depuis longtemps que les enjeux qui touchent à la santé mentale constituent une forme de tabou français, qu'on en parle peu et que pourtant ils explosent. Depuis 2020, le nombre de jeunes C'est ça la photo qu'elle a choisie, la maison des adolescents. Okay. Touché, notamment le nombre de jeunes filles a augmenté de plus de 20%. J'étais dans le Loiret vendredi pour visiter une de ces maisons des adolescents. Pour vous donner un chiffre qui illustre un petit peu ce que je dis. Cette maison dans le Loiret, elle suit... On va accélérer un peu, mesdames, messieurs. Parce que là vraiment... Là, on va vider la salle, là. 1200 jeunes, 4000 rendez-vous par an. Et c'est un nombre qui a quadruplé depuis 2020. J'avais demandé... Alors, effectivement, par parenthèse, Maude Bréjon qui, au contraire de Michel Barnier, hein, Maude Bréjon qui appartient à l'ancienne majorité, hein, Maude Bréjon qui est macroniste, donc qui appartient au mouvement en poste depuis 7 ans. On rappelle que ça fait de nombreuses années que les psychiatres, la psychiatrie, le monde de la santé mentale justement tirent la sonnette d'alarme à l'hôpital en expliquant qu'il y a un désinvestissement absolument coupable au sein des services de psychiatrie. Hein. La psychiatrie en France est dans un état absolument lamentable, faute de moyens, faute d'être de plus en plus assujettis à des contraintes administratives ultra pesantes. Bon. Parmi les professionnels de santé qui tirent l'alarme depuis le plus longtemps, on a vraiment les urgentistes d'une part, les urgences, et le monde de la psychiatrie d'autre part. Le monde de la psychiatrie qui a été ravagé, et ravagé notamment par les 7 années de pouvoir macroniste. Donc bon, hein, c'est un sujet qui la touche particulièrement. Hein. Vraiment, en tant qu'ancienne députée, elle n'a
aucune responsabilité dans l'état actuel de la psychiatrie, notez-le. Des irresponsables, mesdames, messieurs, hein. Jamais coupables, hein. C'est jamais de leur faute. Hein. Lorsque j'étais députée avant la dissolution, une mission parlementaire pour travailler sur les troubles du comportement alimentaire qui constituent voilà, une des expressions des problématiques de santé mentale. Ils ont augmenté de 30 à 40% depuis les années Covid. Et donc je suis voilà, vraiment extrêmement sensible et heureuse que le Premier ministre lève le voile sur ce qui est un sujet social, sociétal, qui transcende les territoires, qui transcende les classes sociales et qui, je crois, peut faire consensus même au sein d'une assemblée très fragmentée. Alors justement, l'assemblée très fragmentée. Françoise, vous avez choisi une... Bon, alors c'est bon, hein, l'image de Françoise Fressos, peut-être on peut se dire que c'est pas non plus capital, voilà. Hop, les images de la semaine, toc, on avance. Allez, nous ce qu'on veut, c'est écouter Maud. Il dit qu'il faut que cesse la livraison des armes à Israël pour on y est. combattre à Gaza. On a entendu sur nos antennes la réponse cinglante du Premier ministre israélien qui lui a dit clairement honte à vous. La France ne s'était jamais prononcée en faveur, aussi clairement d'un embargo sur les armes. Pourquoi maintenant, à la veille du 7 octobre ? Alors par ailleurs, il y a ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a Emmanuel Macron, il est critiqué de toutes parts. Il est critiqué sur sa gauche à juste titre, enfin sur sa gauche, pas que sur sa gauche, mais il est critiqué d'une part par ceux qui lui disent mais c'est tout de même c'est tout de même fort de café. C'est le propos que je tenais moi-même tout à l'heure. Hein. C'est tout de même fort de café d'appeler aujourd'hui au cessez-le-feu, alors que d'appeler aujourd'hui à cesser les livraisons d'armes, alors que ça fait des mois et des mois qu'il y a un appel au cessez-le-feu à Gaza qui n'est absolument pas suivi d'effet dans la diplomatie. Et puis par ailleurs, il y a d'autres voix, des voix qui, elles, sont plutôt en défense du droit indéfectible qu'Israël a ou aurait à se défendre, qui disent que appeler à cesser les livraisons d'armes à la veille du 7 octobre, de l'anniversaire du 7 octobre, c'était pas la meilleure idée. Bon... Voyons comment s'en défend Maud Bréjon. Alors, première chose, on ne peut pas accuser le président de la République de ne pas être aux côtés d'Israël. C'était le cas avant le 7 octobre, c'était le cas après le 7 octobre, toujours en affirmant le droit d'Israël à se défendre. On l'a fait vis-à-vis des Israéliens, on l'a fait vis-à-vis des Français de confession juive en France, qui ont été touchés par une augmentation terrible des actes antisémites. Et en même temps, le rôle du chef de l'État, et c'est la ligne qui a toujours été la sienne, c'est celle de la désescalade, de faire le choix du dialogue politique, de faire le choix des appels au cessez-le-feu, comme il l'a fait encore récemment avec le président Biden. Il y a des populations, des civils qui sont massivement touchés, je crois que ça émeut beaucoup de Français. Et le président de la République... C'est terrible, hein, vous voyez. On est exactement dans ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Il y a des civils qui ont été touchés, ça émeut beaucoup de Français. Elle parle du Liban, là. Donc là, tout d'un coup, quand les victimes sont libanaises, là, ça émeut beaucoup de Français. Et donc, c'est le moment d'appeler à cesser les livraisons d'armes pour les Gazaouis qui, eux, vivent un véritable calvaire depuis un an. Là, c'est bon, là. Là, ça émeuvait pas les Français, ou pas suffisamment, malgré tout. Encore une fois, hein, les bonnes et les mauvaises victimes, mesdames, messieurs. C'est insupportable, mais c'est le cas. Le public est dans son rôle lorsqu'il appelle à la désescalade et lorsqu'il se place toujours du côté de la honte, oui, bien sûr, la honte, bien sûr. La diplomatie. Symboliquement, c'est le 7 octobre, hein, donc c'est très fort mais comme message. C'est en ça où Israël est allé beaucoup trop loin dans la riposte, c'est ça que ça veut dire. Le président de la République a toujours été aux côtés du peuple israélien. Le président de la République... J'ai cru qu'elle a dit toujours été aux côtés du peuple gazaoui, mais non, toujours aux côtés du peuple israélien. A toujours été aux côtés des familles, des otages, aux côtés des Français de confession juive qui sont touchés par ce qui se passe là-bas. Pour autant, on voit bien que l'escalade dans la région ne peut pas être la solution et qu'il n'y a aucun avenir dans la région si l'embrasement continue. C'est ce que veut dire, je crois, le président de la République. Ouais, donc vous voyez, en fait, la position de la France, elle est très claire. Hein. C'est de dire, le problème, c'est pas les civils qui meurent. Le problème, c'est l'escalade. C'est le risque d'embrasement, c'est le risque d'un conflit multi-étatique avec Israël en son cœur, ce qui est en train d'être le cas. Mais vous voyez que si on écoute Maud Bréjon, alors faut-il écouter Maud Bréjon ? Maud Bréjon est-elle la mieux qualifiée pour transmettre la position diplomatique française ? C'est pas sûr. Il se trouve que c'est la porte-parole, donc on va essayer de prendre au sérieux quand même ce qu'elle dit. Donc si on prend au sérieux ce que dit Maud Bréjon, elle est d'une limpidité absolue et tristissime, accablante. Hein. Elle nous explique que le problème, au fond, c'est pas les victimes civiles, c'est le risque d'embrasement. Et en fait, si Emmanuel Macron appelle aujourd'hui
à cesser les livraisons d'armes, c'est pour éviter que la région ne s'embrase dans une guerre totale et pas du tout eu égard aux victimes. Pas du tout eu égard aux victimes, pas du tout eu égard aux victimes civiles, aux dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont morts et continuent de mourir aujourd'hui à Gaza. Donc au moins pour le coup il y a une clarté. Alors là pour le coup il y a une cohérence. C'est-à-dire que là, la cohérence d'Emmanuel Macron, la cohérence qui échappait tout à l'heure à Emmanuel Macron, puisqu'il dit « Moi, je suis cohérent. Si j'appelle au cessez-le-feu, j'appelle aussi à cesser les livraisons d'armes. » Bah oui, mais sauf que ça fait des mois qu'il ne l'a pas fait, donc il n'est pas cohérent. Donc la justification d'Emmanuel Macron tout à l'heure, qui était une justification tout à fait fallacieuse, tout à fait peu rigoureuse sur le plan purement logique, hein, Maud Bréjon nous en donne une autre qui, elle, pour le coup, semble être la véritable raison, puisque là, pour le coup, il y a une logique qu'on peut entendre, qui est de dire, bah écoutez, nous, notre problème, c'est que là, la région, elle peut s'enflammer. Donc, comme la région, elle peut s'enflammer et que nous, on est pour une désescalade du conflit et pas au contraire un embrasement de tout le Proche-Orient, ce que l'on demande, c'est l'arrêt des livraisons d'armes. Donc, si on suit ce que dit Maud Bréjon, le problème, c'est pas du tout les victimes civiles, c'est pas du tout les Gazaouis, ni même en réalité les Libanais qui meurent sous les bombes, voire qui meurent sous les balles des soldats palestiniens. Si on suit Maud Bréjon, le problème est purement un problème diplomatique et militaire. Ce qu'il faut, c'est éviter l'embrasement de la région. Tant que cet embrasement a été limité à faire vivre un calvaire, un massacre, voire un génocide au peuple palestinien, oui, la France appelait au cessez-le-feu sans pour autant appeler à la livraison d'armes. Donc une parole de pur principe, mais qui ne cherche pas à être performative, qui ne cherche pas à être mise en application. À partir du moment où tout d'un coup ça touche la stabilité de la région, là c'est autre chose. Donc vous voyez, Maud Bréjon là contredit en réalité les explications données par Maud Bréjon, c'est intéressant. Les explications données par Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement, contredisent frontalement la version donnée par Emmanuel Macron. Frontalement. Il est dans son rôle quand il tient ce discours-là. Il est dans son rôle. Parce que, encore une fois, la diplomatie, c'est pas facile. Ça marche pas tout le temps. C'est exigeant. Mais c'est la seule voie de sortie possible. Maud Bréjon, il y a ce qui se passe à Gaza, il y a ce qui se passe désormais au Liban. Est-ce que vous jugez que les opérations militaires et l'offensive israélienne au Liban est légitime ou non? Il manque les liens aussi entre la France et le Liban. Oui, tout à fait. Qui aurait justifié une diplomatie plus énergique. Et totale. Moi, je suis pas assez bon là-dessus. Je suis pas assez bon là-dessus sur la question, sur les enjeux et les implications énergétiques de. Je suis pas assez bon, j'ai pas assez bossé, donc je m'engage pas dedans. Ou non. Le président de la République a eu l'occasion de s'exprimer. Il faut que cela cesse, d'un côté comme de l'autre. Il faut préserver les civils, il faut préserver les populations. Tu as dit soldats palestiniens? Ah, bon, on mettra. Si on fait. Bah oui, c'est évidemment un lapsus. C'est évidemment un lapsus. Vous aviez tous et toutes corrigé. Si on fait une capsule, on mettra une petite astérix. C'est la pub dans 1 minute et je peux pas la reporter. Je sais pas pourquoi. Twitch a dit que j'avais pas le droit de reporter les pubs sur ce stream. Donc ça n'enlève rien au droit d'Israël de se défendre. Avec un petit mais plop. la position qui est celle de la France. Mais pas surmixé, hein, Pam Flopop. C'est l'appel au cessez-le-feu. Encore une fois, pour pouvoir reprendre la voie de la diplomatie et la voie des échanges politiques pour avoir une sortie de crise. Peut-être en un mot, Maud Bréjon, il y a eu 200 places. C'est vrai que on a quand même. Je l'ai. Oh. Vous collez un procès. J'ai la ref, Pam, c'est bon. Effectivement, grosse voix aujourd'hui, tu as pris un lysopaïne. Non, mais sachez que... Regardez, c'est pas des conneries, regardez. Hop là, ça c'est une pub pour lysopaïne. Hop, stream sponsor. Oh, je vais me faire sponsor. Ah non, alors si je commence à me faire sponsor. Si je commence à faire sponsor le café rhétorique par les capsules pour la gorge, c'est la petite OP commerciale Big Pharma là a pas le droit. On n'a pas le droit. Petite sponsor Sanofi là, tranquille. C'est pas de l'homéopathie. Non, la lysopaïne, c'est pas de l'homéopathie. Non, comment ça s'appelle là? C'est une substance, c'est un principe actif. C'est un vrai principe actif. Mais là, ça va. Là, j'en ai pris ce matin parce que j'avais mal à la gorge en me réveillant. Mais là, j'ai pas mal à la gorge. J'ai juste la voix niquée. Donc
C'est quoi ta marque de camomille? Elle est pas... Alors, sachez que c'est pas des conneries. On est sur la piste d'un éventuel peut-être, pourquoi pas, c'est pas fait encore. Putain, c'est la pub. Bah, du coup, il y a que... Tiens, il y a que les subs qui auront l'info. On est sur la piste, grâce à Pemph, qui a eu une idée de génie. On est sur la piste d'un potentiel. Tu l'as. Le contact a été pris. Après, je sais pas ce qui est en train de se passer. On est sur la piste d'un potentiel partenaire pour le café rhétorique, un potentiel partenaire camomille pour le café rhétorique. Je sais que c'est en discussion. Ah mais non, la pub commence dans 4 minutes, il n'y a pas du tout la pub. Je vous ai dit, il y a la pub, mais il n'y a pas du tout la pub en fait. Non, c'est pas les marmottes, c'est pas 1337, c'est pas 1336. C'est pas vos petites marques là, elles sont super vos petites marques, on les adore. On les a contactées. Sans no joke, on les a contactés. Enfin, c'est des viewers ou des modos qui les ont contactés pour moi. Et ils ont répondu tous la même chose. Ils ont répondu nous on veut bien, on t'aime bien, il n'y a pas de problème, mais par contre on n'a pas d'argent. Si tu veux, on peut t'envoyer des boîtes de thé. oui, très bien les boîtes de thé. Mais donc non, c'est pas vos petites boîtes qu'on adore. Hein. On aime tous évidemment. 1336, on est à leur côté. Hein. Incroyable marque. Incroyable marque de thé, une Scope et compagnie. Hein. Mais tu vois, pour sponsor un stream, il faut un peu de cash flow, quoi. Il faut un peu de cash flow. Bon, on va faire une micro-pub. De toute façon, la pub, elle arrive là. Donc, on va faire une micro-pub maintenant. Aujourd'hui, on veut tout sauf de la politique. On est d'accord, hein? On est d'accord. Il n'y a qu'à moi où on est d'accord que là, la politique, juste... la politique, quoi, tu vois. Ou il n'y a qu'à moi que ça le fait. Dites-moi, hein. J'en ai plein le huc. Petit balatro. On est d'accord, hein. On est d'accord, là, j'ai envie de dire... Mais en même temps, tu sais quoi, regarde. À quoi ça rime? Bon, c'est pas elle. Mais à quoi ça rime? C'est pas elle non plus. Voilà. À quoi ça rime d'écouter la porte-parole d'un gouvernement illégitime? Enfin, je veux dire, la question, elle est pas vite répondue. Ou c'est... Non. Enfin, à un moment donné, à quoi ça rime d'écouter la porte-parole d'un gouvernement qui n'a aucune légitimité? Ouais, super, quoi. Super. Donc, petite flemme politique, hein. Petite flemme politique, mais bon. Écoutez, faut qu'on tienne, mesdames, messieurs, faut qu'on tienne. C'est quand même... on est là. On tient la barre. Sur ce stream, mesdames, messieurs, nous avons un cap clair. Nous avons un cap clair. Terrible. Vas-y, moi je suis sûr qu'elle va dire des trucs marrants à un moment donné. Ça n'enlève rien au droit d'Israël de se sortir de crise. Peut-être en un mot, Maud Bréjon, il y a eu 200 places réservées cette semaine pour rapatrier des ressortissants. Bon, alors attendez. C'est qu'on va en parler. Et... Proche-Orient, on y revient tout à l'heure avec notre second invité, Gilles Kepel, spécialiste du monde arabe. Ok. La vérité, c'est que dans l'effort que nous allons faire pour réduire la dette, 60 milliards. Voilà, c'est là que ça devient intéressant. Enfin, intéressant. Vous l'avez rappelé, il y aura 2 tiers de réduction des dépenses publiques, et ça va être très dur. On va en parler. On va en parler. Et 1 tiers d'impositions nouvelles, ciblées, exceptionnelles, temporaires. Alors, on l'a bien compris, on va D'accord, ok. Choix d'extrait étonnant, mais... rechercher partout des économies. Vous avez vu Michel Barnier en x1,25, tu te rends même pas compte qu'il est accéléré. Vous avez vu ou pas? Là, moi ça m'a pas choqué. 60 milliards d'euros à dégager, c'est le chiffre qui est donné par le gouvernement. Le discours, c'est d'épargner au maximum les plus modestes, les classes moyennes. Et pourtant, dans le Parisien ce matin, c'est une information aussi confirmée par France Inter, il y a une piste qui serait explorée par Bercy, c'est d'augmenter davantage que prévu les taxes sur l'électricité, avec pour conséquence... Ah bah ça alors. Quelle bonne idée. Quelle bonne idée d'augmenter les taxes sur l'électricité. Vraiment, Bercy, toujours les bonnes idées. Hein. Augmenter les taxes sur l'électricité, c'est-à-dire qu'au moment où la facture d'énergie des Français devrait enfin baisser, du coup elle ne baissera pas, parce qu'en fait ça va être compensé par la hausse des taxes. Par ailleurs, meilleure idée ever, c'est-à-dire que au moment où on a quand même enfin réussi à baisser les taxes sur l'électricité, sachant que l'électricité c'est précisément...
l'énergie dont on va avoir besoin pour décarboner la France. C'est-à-dire que ce qu'on demande aux Françaises et aux Français aujourd'hui, c'est de remplacer progressivement leurs énergies fossiles par de l'électricité. Donc ce qu'on demande aux Françaises et aux Français, c'est de progressivement remplacer leurs chaudières à gaz par des chaudières électriques ou par des pompes à chaleur, remplacer les radiateurs au fioul par, là aussi, des radiateurs électriques, des convecteurs ou des pompes à chaleur. Ce qu'on demande aux Françaises et aux Français, c'est s'ils et elles le peuvent, de remplacer leur bagnole diesel par des bagnoles électriques, etc., etc., tu vois. Donc, en fait, baisser les taxes sur l'électricité, c'est incitatif. Ça va dans la bonne direction. C'est Nicolas Goldberg qu'on connaît bien sur cette chaîne. On l'avait, il y a des années, souvenez-vous, on l'avait interviewé. Et on aura l'occasion de le recevoir assurément à nouveau. C'est Nicolas Goldberg qui est expert énergie assez très fort, qui est un copain d'enfance aussi, qui est très fort sur ces questions-là, qui s'est énervé au moment où Bruno Le Maire a annoncé remonter la taxe sur l'électricité en disant mais c'est absurde en fait, ça n'a aucun sens. À partir du moment où tu as baissé une taxe sur l'électricité, ce qui va dans la bonne direction, ce qui va dans le soutien à la décarbonation, tu remontes ce que tu veux, mais pas la taxe à l'électricité. Tu taxes les SUV, si tu veux taxer les SUV, tu remontes la taxe sur le fuel, la taxe sur le pétrole, n'importe quoi, mais pas l'électricité en fait. Si tu as besoin de chercher de l'argent, tu vas le chercher ailleurs, mais là, c'est incitatif, ça va dans la bonne direction, etc. etc. Et donc, déjà, pas mal de spécialistes énergie, dont Goldberg, dont Nicolas, qui est un copain encore une fois, ont dénoncé ce choix de Bruno Le Maire il y a quelques mois. Et alors là, Bercy, vraiment, les génies, ils vont alourdir encore les taxes sur l'énergie. Alors ça frappe tout le monde. Comme ça, on va bien plonger les plus pauvres dans la précarité énergétique. Celles et ceux qui se disaient, tiens, la facture baisse un peu, je vais peut-être pouvoir me chauffer. Eh ben non, les pauvres, vous achèterez des pulls, vous n'avez pas de quoi acheter des vêtements. Eh ben, serrez-vous les uns contre les autres. Hein, ça tient chaud. De toute façon, vous êtes à 15 dans un petit appartement de 20 mètres carrés, ça devrait pas être difficile. Voilà. Super. Une augmentation de certaines factures. Alors, est-ce que ça fait vraiment partie des pistes de réflexion ? Alors, je vais vous répondre, je voudrais prendre 20 secondes pour regarder dans le rétroviseur. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là et les porte-paroles. Alors ça, stratégie évidemment de recadrage contournement. Je vous fais la réponse avant la réponse, parce que là tu sais, putain. En fait, à force d'analyser du discours et tout, et puis bon, j'ai un peu... Attendez, il est où ? Ah, il est là. En plus, j'ai lu un bon livre. Attendez, regardez, je vous montre, c'est celui-là, Le pouvoir rhétorique. J'ai lu un bon bouquin qui m'a bien aidé à décrypter les discours. Donc, c'est expliqué dans le livre. C'est expliqué dans le... Attendez, l'auteur n'a pas d'importance. Voilà. C'est expliqué dans ce livre, le pouvoir rhétorique. Quel était l'auteur ? Je sais pas. Il a un nom imprononçable. C'est un universitaire. Bref, un gars chiant, quoi. Alors, il explique que ça, c'est une stratégie de cadrage contournement, ok ? Donc en fait, tu ne réponds pas à la question immédiatement, tu commences par recadrer en amenant des informations qui, le plus souvent, ont un intérêt discutable, superflu, voire douteux. Donc, avant de répondre à votre question, qui est une excellente question, j'aimerais qu'on commence par regarder dans le rétroviseur, si vous voulez bien, d'où on vient. Qu'est-ce qui s'est passé ces 2 dernières années ? Il y a eu une crise, madame. Une crise de l'énergie, avec une hausse des prix de l'énergie, et les Françaises et les Français en ont beaucoup souffert. Beaucoup souffert, madame. Vous semblez l'oublier dans votre question. Je veux commencer par le rappeler, et par dire que je pense à elle et à eux. Qu'est-ce que nous avons fait, nous, le précédent gouvernement ? Qu'est-ce que le précédent gouvernement a fait ? Il a précisément... Voilà, donc tu vois, tu recadres, et puis une fois que tu as fini de recadrer, tu peux contourner, c'est-à-dire que tout le monde a oublié la question qui était posée, t'as bien introduit du brouillard dans l'auditoire, dans l'esprit de tes auditeurs et de tes auditrices, et tu peux répondre à une autre question qui t'arrange, qui te convient. C'est la stratégie de recadrage contournement. Tu recadres la question en apportant des informations inutiles, et ensuite tu la contournes en répondant à une autre question que tu préfères. Voilà, c'est dans le livre. C'est dans le livre Le pouvoir rhétorique. Attendez, le nom de l'auteur n'est pas... Voilà, Le pouvoir rhétorique, évidemment. Apprendre à convaincre, à décrypter les discours, tout ça. J'ai remarqué que depuis que j'en refaisais la promo sur ce stream, il était remonté dans les ventes. Sans deck. Moi, je pensais que genre tout le monde l'avait acheté. Enfin, tout le monde. Je pensais que tous mes viewers soit l'avaient acheté, soit voulaient pas l'acheter. Et en fait, depuis que j'en refais la promo, il est remonté dans les ventes. Donc bon, qu'est-ce que vous voulez ?
Moi, vous savez, je suis un performeur. Hein. Moi, je veux des trophées. Donc là, je chasse les 150 000 ventes. On en est à 120 ou 130, je crois. Je chasse les 150 000 ventes sur le pouvoir rhétorique. Donc bon, je me dis, voilà, un peu de promo. Pourquoi est-ce qu'on doit agir? On en est arrivé là parce qu'on a traversé des crises exceptionnelles. Jusque-là, j'ai bon. Et que face à ces crises, on a mis des dépenses exceptionnelles qu'il jusque-là, j'ai bon. convient aujourd'hui de réguler. Et J'ai bon, sauf que je l'ai mieux fait qu'elle. J'ai bon, sauf que j'étais meilleur sur la forme. Mais sur le fond, c'est la même chose. Hein. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Hein. Sur la forme, enfin sur le fond, elle est exactement dans ce que j'ai prévu. Après, sur la forme, moi, il y avait un peu d'emphase. Il y avait un petit peu d'appui, un peu d'hyperbole. Voilà. Bon, Michel Barnier, voilà. J'ai envie de dire, là, tout le monde l'a vu. Là, c'est public, c'est devant 5700 personnes. C'est fait sans trucage. Tout le monde l'a vu. Michel, si tu veux mon numéro, tu l'as. De toute façon, t'as les RG avec toi, donc si tu veux mon numéro, à mon avis, quelqu'un doit l'avoir. Hésite pas, hein. Si t'es pas satisfait de ta porte-parole, voilà, hésite pas. Hein. c'est bien normal. Si on ne fait rien, on va avoir des taux qui vont continuer à augmenter, une charge de la dette qui va devenir de plus en plus importante. Et l'objectif du Premier ministre, c'est d'éviter une crise financière. Il a ta fiche S sous les yeux. C'est d'éviter que la France devienne demain la Grèce de 2010. Et pour ça, on a un plan. On propose une équation qui marche avec... Les peurs agitées. Ce qu'il faut, c'est éviter que la France devienne la Grèce de 2010. C'est vraiment, on joue avec les peurs, quoi. C'est vraiment, on joue avec les peurs. Notez que c'est pas complètement une peur irrationnelle, sauf qu'en fait, c'est complètement une peur irrationnelle parce qu'évidemment, le poids politique et économique de la France en Europe n'a absolument rien à voir avec celui de la Grèce. Donc la France ne deviendra pas la Grèce de 2010. Hein. Là, c'est vraiment jouer avec les peurs de l'électorat. Hein. Ça n'existe pas, d'une part. Et d'autre part, la vraie question, c'est qui a mis la France dans ce... Tu vois, parce que si on veut regarder dans le rétroviseur comme elle nous y invite, on pourrait aussi se demander qui a mis la France dans cet état, qui a amené les finances publiques de la France dans un tel état de catastrophe. Voilà, on pourrait aussi se poser cette question. Bruno le romancier, c'est vrai que c'est un bon auteur. 40 milliards d'efforts sur les dépenses et 20 milliards de contributions exceptionnelles. On va y revenir, mais sur l'électricité. Sur l'électricité. Maintenant, est-ce que c'est confirmé que ce soit une piste, oui ou non? Est-ce qu'on peut toucher? Ah, pas de pot. Vous voyez, alors ça, c'est le risque. Parce que donc, elle nous avait complètement endormis. Hein. Vous noterez que la question portait sur l'électricité. Elle avait évidemment absolument pas répondu. Donc, vous voyez que j'avais prévu. Hein. Je vous l'ai dit. Genre, vraiment, les deux premiers mots. J'ai dit, OK, cadrage contournement, elle ne répondra pas à la question. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, le problème, bien sûr, quand tu fais un cadrage contournement, c'est qu'il t'arrive exactement ce qui lui arrive là. C'est-à-dire, la journaliste repose la question. En vrai, une fois sur deux, les journalistes ne reposent pas la question, tu t'en sors comme ça. Hein. Vraiment, elle a raison, Maud Bréjon, de tenter le coup. C'était plutôt la stratégie qu'il fallait faire. Elle a raison de tenter le coup. Une fois sur deux, t'es safe, on te repose pas la question. Là, manque de peau, elle se fait mokubiniser, comme on dit dans le vocabulaire des jeux de combat. Hein, sachez-le, hein, pour les fans de Street Fighter. Vous allez reconnaître ici un concept tout à fait précis du versus fighting. Elle se fait mokubiniser. Elle se prend chop sur chop, évidemment. La première chop était évitée. Comment va-t-elle faire pour répondre à la deuxième chop? Voyons immédiatement. À cette facture. Donc tout est à refaire, effectivement. Et est-ce que, avec le risque quand même que ça comporte Il convient de sortir petit à petit du bouclier tarifaire qu'on a mis en place pendant la crise énergétique. Alors, sortir petit à petit du bouclier tarifaire, ça veut dire donc réaugmenter les taxes de l'électricité. Mais là, Bercy imagine des augmentations exceptionnelles. Qu'est-ce qu'on a fait exactement Qu'est-ce qu'on a fait exactement? Attention, début du recadrage. On a diminué drastiquement les taxes sur l'électricité il y a 2 ans, ce qu'on appelle la TICFE. C'est un petit peu technique. Nouveau recadrage. Ah, vous le voyez maintenant. Bah ça, je suis content. Vous le voyez maintenant. Elle était de 32 € le mégawattheure. On est déjà sorti du bouclier tarifaire, absolument. Hein, c'est déjà fait. À 50 centimes. Encore une fois, pour protéger les Français, hein, l'État est allé jusqu'à prendre en charge près de la moitié de la facture d'électricité des gens. On a rehaussé cette taxe il y a presque 1 an maintenant, en janvier dernier, d'une vingtaine d'euros. Et donc, on continue pour retrouver ce qui est en fait un niveau normal, un niveau normal d'avant-crise.
Alors, donc là, elle est en train de t'expliquer. On est en train de retrouver un niveau normal d'avant-crise, voilà. Donc là, maintenant, elle est censée répondre maintenant à la question qui lui a été posée, qui est envisagez-vous d'augmenter de manière exceptionnelle et au-delà de ce qui était auparavant, les taxes sur l'énergie. Les détails exacts seront donnés par Laurent Saint-Martin lors de la présentation du budget. Ce que je veux dire ici, d'abord, c'est que 80% des Français verront. Et voilà. Ce que je veux dire ici, d'abord, c'est que... Et là, maintenant, elle répond à la question... Et là, maintenant, elle répond à la question qu'elle souhaite. Les détails seront donnés par Laurent Saint-Martin pendant la présentation du budget. Ce que je veux dire là, maintenant, c'est que... Et hop là. Elle peut répondre exactement ce qu'elle veut. Elle a, pour filer la métaphore jeu de combat, elle a retrouvé ses barres. Pendant son recadrage, elle a mis des coups en garde, mais ça a rechargé sa barre de super. Et là maintenant, elle peut repartir sur son enchaînement et tenter d'ouvrir la garde avec un nouveau contournement. Alors là, évidemment, celles et ceux sur le chat qui ne jouent pas à Street Fighter ou qui ont joué il y a longtemps à Street Fighter mais ne suivent pas l'actualité du jeu de combat, vous êtes un peu perdus. Mais c'est une manière de vous montrer que tu peux vraiment analyser les débats et les interviews. C'est une de mes spécialités de toute façon. Hein. Tu peux vraiment analyser les débats et les interviews exactement comme tu analyserais un jeu d'opposition. Alors là, je file la métaphore qui est en fait déjà d'une part celle que je maîtrise le mieux et celle qui est un peu la plus évidente, c'est-à-dire celle du jeu de combat, hein, puisque le jeu de combat dans le jeu vidéo, c'est vraiment assez proche d'un débat en termes de disposition. Hein. C'est deux personnages l'un face à l'autre qui s'échangent des coups, des attaques, des esquives, des parades. Je maîtrise beaucoup mieux ça évidemment que les sports de combat, les arts martiaux. D'une manière générale, en sport, je suis pas très fort, hein, mais sinon, sans doute pourrais-je prendre des analogies footballistiques qui marcheraient. Hein. Mais on pourrait aussi utiliser des analogies dans le jeu de stratégie, hein, que ce soit les échecs, le Go, c'est des jeux que je ne maîtrise pas assez bien pour m'y risquer. Mais peu importe la métaphore, celles et ceux qui ont les refs peut-être s'en amusent. Les autres, ça vous passe un peu au-dessus du crâne, mais peu importe, ce qui compte, c'est de vous montrer combien est-ce que vraiment le débat rhétorique, le duel oratoire, y compris d'ailleurs une simple interview, c'est vraiment du jeu de stratégie. Il y a de la technique, il y a de la technique, il y a des procédés, il y a des habitudes, il y a des schémas d'attaque-défense, parade-réplique. Et bien sûr, c'est aussi un matériau humain. C'est la différence d'ailleurs avec un jeu de combat ou un jeu de stratégie qui sont régis par des règles. C'est-à-dire que au jeu d'échecs, même avec toute l'inventivité de l'esprit humain, ton fou, il se déplacera toujours en diagonale et jamais autrement. Ton cheval, il se déplacera toujours d'une case devant, une case en diagonale et jamais autrement. Dans le jeu de combat, tu t'es enfermé dans un système de jeu et ton personnage ne pourra jamais produire un mouvement qui n'a pas été prévu par le jeu. La différence et ce qui rend la joute oratoire passionnante, c'est que c'est un matériau humain et où, pour le coup, les règles existent pour être contestées ou ignorées. C'est-à-dire que, en théorie, par exemple, dans un débat politique à la télévision, une des règles standards qui, en théorie, s'applique sans pouvoir être contestée, c'est le débat va durer 1 heure, il va opposer 2 personnes qui vont devoir se partager le temps de parole. Si tu veux polluer ton adversaire pour, à la fin, au terme de la soirée, avoir eu plus de temps de parole que lui, sans qu'il puisse complètement le rattraper, c'est possible. Là, tu négocies les règles de manière soft et progressive, mais tu le fais. Si tu veux te lever en plein milieu et te dire « c'est un scandale, c'est un scandale, je pense que ce débat est en train d'aller nulle part, je pense même qu'il est en train d'aller dans le mur, je pense même que vous êtes en train, vous, de l'emmener dans le caniveau, je ne tolérerai pas une seconde de plus de cet échange, je m'en vais. » Tu peux le faire, tu vois. Et ça donne les plateaux de Pascal Pro où les gens quittent le plateau. Alors le premier qui le fait, évidemment, il négocie les règles. Et puis après, ça devient normal. Bref, donc c'est la différence hein, entre les jeux de stratégie dont je parle et le débat rhétorique. Le débat rhétorique, comme c'est un matériau humain, tout est possible, y compris ce qui était imprévisible. Mais cela étant, il y a quand même des grands classiques qu'on peut connaître, identifier, analyser. Donc là, vous voyez, Maud Bréjon, elle a encore recadré tout le début de sa réponse avec qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans avec le bouclier énergétique, il faut quand même le rappeler. Et donc, maintenant qu'elle a fini ça, elle peut répondre à une autre question que celle qui a été posée, qui est, mais attendez, vous allez vraiment augmenter la taxe sur l'électricité ? D'avant-crise.
Les détails exacts seront donnés par Laurent Saint-Martin lors de la présentation du budget. Ce que je veux dire ici, d'abord, c'est que 80% des Français verront leur facture baisser. Je sais que ça paraît un petit peu contradictoire, mais les prix de marché descendent. Et donc, la baisse de ces prix de marché viendra de toute façon compenser plus que compenser l'augmentation de cette taxe. Voilà, donc elle répond pas. Elle est en train de dire non, mais attendez, rassurez-vous, les Françaises et les Français verront leur facture baisser, rassurez-vous. C'était pas la question posée, la question c'était mais attendez, est-ce que vous allez augmenter les taxes sur l'électricité ? C'est-à-dire un impôt sur tout le monde, donc aussi les plus pauvres. Parce que augmenter les taxes sur l'électricité, c'est quand même un des impôts, enfin, augmenter les taxes sur l'électricité, c'est vraiment un des impôts les plus... la vidéo est accélérée. Hein. Un des impôts les plus injustes qui soit, puisqu'il pèse de la même manière sur tout le monde. Et donc, comme tous les impôts qui pèsent de la même manière sur tout le monde, ils pèsent en réalité davantage sur les plus pauvres. C'est même pire que ça, d'ailleurs. C'est même pire que ça, parce que l'électricité, c'est précisément... ça fait partie des choses dont personne ne peut se passer. C'est même encore pire. Hein. L'électricité, ça fait partie des choses dont personne ne peut se passer. Et donc, quand tu augmentes les taxes sur l'électricité, en fait, tu augmentes un impôt que les plus pauvres ne peuvent pas ne pas payer et qui va peser très lourdement sur leur budget. C'est-à-dire qu'une augmentation de ta facture ou une moindre diminution, ça revient au même, une augmentation de ta facture de 10 euros ou alors une diminution de ta facture qui aurait dû être de 16 euros et qui ne sera que de 6 euros, par exemple. Quand tu es au SMIC, 10 balles à la fin du mois, en fait, ça compte. Quand tu es en dessous du SMIC, comme hélas le sont de très nombreux Français et de très nombreuses Françaises, 10 balles en plus ou en moins sur ta facture d'électricité, ça fait une énorme différence. Alors que quand tu as de l'argent, alors tu consommes un peu plus d'électricité, donc là, toi, c'est peut-être 30 balles que tu vas payer en plus ou 30 balles que tu aurais payé en moins et que tu n'auras pas. Quand tu as de l'argent, qu'est-ce que c'est 30 euros sur ta facture d'électricité ? Tu t'en rends même pas compte, tu vois. Tu t'en rends même pas compte. Donc là, quand elle dit mais que les Françaises et les Français se rassurent, ils verront leur facture baisser, elle met sous le tapis le point qui compte, qui est de dire la facture d'électricité des Français sera davantage taxée, donc soit elle va augmenter, parce qu'elle a bien dit que pour 20% des Français, la facture allait augmenter, elle l'a dit. Hein. Donc elle est en train de dire que si les taxes sur l'électricité augmentent, c'est la facture de tous les Français et de toutes les Françaises qui sera impactée. Une partie d'entre eux verront leur facture monter, et même celles et ceux qui verront leur facture malgré tout descendre, cette facture descendra moins. C'est donc qu'ils seront davantage taxés. Elle est en train de mettre sous le tapis la seule chose qui compte, qui est nous avons décidé d'augmenter les impôts qui pèsent aussi et même avant tout sur les plus pauvres. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que Michel Barnier a osé dans son discours de politique générale utiliser le mot de justice fiscale. Je vous laisse procéder cette information. Je vous laisse. Voilà, mesdames, messieurs, la justice fiscale. Pas autant que Bruno Le Maire avait annoncé une baisse de 10 à 15% au 1er février. On peut s'attendre à ce que ça ne soit pas ça ? On sera autour de 10% pour les 80% de Français qui sont au tarif réglementé. Pour ceux qui ne sont pas au tarif réglementé, et j'y viens parce que j'imagine que c'est votre question, ils ont déjà bénéficié de la diminution des prix du marché. Vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une hausse par rapport à ce qu'on connaissait avant, c'est un retour à la normale. On a cette... Notez qu'elle continue de ne pas répondre. Et elle a dit Bruno Le Maire a annoncé une baisse de la facture de l'ordre de 10 à 15%. On sera autour de 10%. Donc c'est bien qu'il prévoit. Là, en fait, tout ce que dit Maud Bréjon depuis tout à l'heure, c'est vraiment de l'enfumage pour ne pas répondre sérieusement à la question qui est oui, on va augmenter les taxes de l'électricité, oui. Absolument, on va augmenter les taxes d'électricité. Cette manie en France d'avoir des aides exceptionnelles qui deviennent des dépenses pérennes. Et c'est ce qui ensuite engendre une augmentation du coût des dépenses et donc du coût de la dette. C'est marrant ça, hein ? Les Français ont cette manie d'avoir des aides exceptionnelles qui deviennent des dépenses pérennes. C'est marrant, je sais pas vous, mais voilà, certains l'ont dans le chat, hein. Je sais pas vous, mais... il me semblait me souvenir C'était quoi ? C'était le CICE, c'est ça, le Crédit Impôt Compétitivité Emploi. C'était pas le CICE qui était une aide exceptionnelle qui ne devait être maintenue que si elle prouvait son efficacité. Remember, mesdames, messieurs, le badge, le PINS, 1 million d'emplois de Pierre Gattaz, président du MEDEF. D'ailleurs,
Alors attendez, je lance un appel solennel. Mesdames, messieurs, je lance un appel solennel. Si quelqu'un parmi vous possède le pins 1 million d'emplois du MEDEF que Pierre Gattaz portait partout, sur tous les plateaux télé, remember, hein, en 2000, c'était 2015-2016. Si quelqu'un possède le pins 1 million d'emplois, par pitié, envoyez-le-moi. Clément Viktorovitch au Théâtre Saint-Georges, je le recevrai. Par pitié, envoyez-le-moi. je vous en serai infiniment reconnaissant. Moi, je ne l'ai pas. Et vraiment, c'est l'artefact. C'est l'artefact dont je rêve. Je m'engage à le porter régulièrement sur ce stream. T'es sûr qu'ils n'ont pas atteint les 1 million? Ah non, mais pas du tout. Ah non, mais rouge-gorge, mais toi, t'y as cru. Ah non, mais pas du tout. Ah non, mais on n'est pas du tout à 1 million d'emplois. Hein. Pas du tout. On est autour de 100, 125 000, un truc comme ça, quoi. Entre 100 et 200 000 emplois. Et encore, on ne sait pas. Le pins de quoi? Eh bien, à l'époque, Pierre Gattaz, patron du MEDEF, au moment où François Hollande propose le CICE, le Crédit Impôt Compétitivité Emploi, se pose la question des contreparties, de si tu veux bénéficier de ce CICE qui est un allègement de charges exceptionnel, il faut qu'en contrepartie, tu engages des travailleurs et des travailleuses. Et en fait, Pierre Gattaz a fait le tour des plateaux avec le pins 1 million d'emplois en disant « Mais mesdames, messieurs, nous, si vous nous donnez le CICE, c'est comme ça 1 million d'emplois qui sont créés. Pas besoin de contrepartie. Les entrepreneurs, ce qu'ils veulent, c'est entreprendre. Ce qu'ils veulent, c'est investir. Ce qu'ils veulent, c'est donner de l'emploi aux Françaises et aux Français. Donc, pas besoin de contrepartie. Vous faites confiance aux entrepreneurs. Faites confiance. Cette belle valeur de la confiance qui nous fait tant défaut dans notre pays. Je le dis, monsieur... comment il s'appelle déjà, l'autre con, là c'est terrible, j'étais dans une lancée. Bourdin, je le dis, monsieur Bourdin, cette belle valeur de la confiance qui fait tant défaut, eh bien, c'est sûr de cette valeur, sûr de ce que veulent profondément les entrepreneurs, c'est-à-dire contribuer au bien public, redistribuer, redonner, créer de l'emploi, monsieur Bourdin, c'est la seule chose qui compte pour eux. Je le dis, si on fait le CICE, c'est comme ça 1 million d'emplois. Voilà. Et donc, il faisait le tour des plateaux en disant ça, hein. Et évidemment, il n'y a pas du tout 1 million d'emplois qui ont été créés. Donc le CICE, je vous rappelle, ça coûte 20 milliards. Hein. Ça coûte 20 milliards. Allègement de cotisations exceptionnelles. Dispositif, évidemment, qui était une usine à gaz, mais un allègement de cotisations exceptionnelles qui fonctionnait sous la forme d'un crédit d'impôt. C'est-à-dire qu'en fait, l'année d'après, on te redonnait de l'argent que tu avais payé l'année d'avant. C'était un peu compliqué. Eh bien, le CICE, qui évidemment a été transformé en baisse de charges. Hein. En baisse de charges, en baisse de cotisation, plus exactement. Et donc voilà, cette aide exceptionnelle décidée par François Hollande, elle est devenue évidemment une baisse de cotisation pérenne décidée par Emmanuel Macron. C'est marrant, Maud Bréjon, il me semblait qu'elle était macroniste. Diminution des prix du marché. Vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une hausse par rapport à ce qu'on connaissait avant, c'est un retour à la normale. On a cette manie en France d'avoir des aides exceptionnelles qui deviennent des dépenses pérennes. Et c'est ce qui ensuite engendre une augmentation du coût des dépenses et donc du coût de la dette. On revient sur ces dispositifs exceptionnels. Elle est culottée, hein. Mais elle le sait. Sans en faire davantage que ce qu'il y avait avant, et encore une fois en s'assurant que pour 80% des Français, les factures diminuent d'environ 10% en janvier prochain. Alors, j'ai besoin de précision vraiment au millimètre, parce que c'est un jeu de piste, hein, vos impôts. On a un pins 50 millions de consommateurs, ça passe. Non, moi je veux le pins 1 million d'emplois. Hein. Si vous l'avez, mais no joke, hein, si vous l'avez, envoyez-le-moi. Enfin, si vous l'avez et que vous voulez pas le garder, parce que je pense que ceux qui l'ont le gardent. Mais si vous l'avez et que vous vous en foutez, et que vous savez où il est, envoyez-le-moi, vraiment, je serais... Alors là, là, ça devient un mème de la chaîne. Là, il devient posé sur mon bureau et on l'accroche. Ce serait incroyable. Une contribution sur les très grandes entreprises, 8 milliards et demi. On peut venir te la porter en main propre, Klemovic, au théâtre. Si tu as, adoucissant, si tu as le pins 1 million d'emplois, et que tu comptes venir au Saint-Georges, carrément, tu m'attends à la sortie, tu me le files avec grand plaisir, carrément. On est d'accord. Hein. On a une contribution sur les contribuables les plus aisés, chiffrée à peu près à 2 milliards d'euros. On est d'accord.
On a ensuite Mon père en a un, je crois. décalage des revalorisations des pensions qui peut rapporter 4 milliards d'euros. Il manque 6 milliards. Est-ce que ces 6 milliards d'impôts nouveaux, c'est cette taxe électricité ou il y a encore d'autres surprises un peu spéciales pour tous les contribuables? Non, Là, tout d'un coup, on s'inquiète. Hein. Vous allez augmenter les impôts de tout le monde, même les miens, là. je confirmerai pas l'intégralité de ces chiffres, encore une fois, parce que ce sera présenté Un pint égale une pinte. Mais je bois plus d'alcool, là, en ce moment, je vous l'ai dit. C'est terrible, ça. jeudi. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on essaie de trouver des solutions qui fonctionnent. Ah, attendez. Non, je confirmerai pas l'intégralité de ces chiffres, encore une fois, parce que ce sera présenté jeudi. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on essaie de trouver des solutions qui fonctionnent. Alors, d'après l'IB, 804 000 emplois supplémentaires en 5 ans, même si pas forcément de corrélation avec le CICE. Non, mais oui. Non, mais effectivement, il y a des emplois qui ont été créés en France, on est d'accord. Il y a des emplois qui ont été créés en France, on est d'accord. Mais la question, c'est est-ce que c'est corrélé au CICE ou est-ce que c'est simplement la relance globale des économies en Europe? On l'avait vu il y a quelques semaines. On avait montré combien est-ce que certes le chômage a diminué en France, mais en fait c'est complètement corrélé avec ce qui s'est passé dans tous les pays d'Europe. Et même en réalité, quand tu regardes la diminution du chômage dans les autres pays d'Europe, tu te rends compte que la France n'est pas du tout un bon élève. Et en l'occurrence, la diminution de... Ah oui, non, on parle de création d'emplois, pas de diminution de chômage, c'est différent. C'est différent. Et donc, en l'occurrence, il faut aussi regarder quels sont les emplois qui ont été créés, comme à chaque fois. Préservant au mieux les classes moyennes qui travaillent. J'entends beaucoup de choses sur le... Moi, il me semble que l'évaluation du CICE, c'était 125 000 emplois créés sur la durée où il aurait dû en avoir 1 million. Attends, Dart, tu m'envoies le papier. Merci. Hop. Alors, Connexion Libération. C'est bon, on a un compte maintenant. Ah, on a un compte, sauf que... Oula. Alors, attends. Hop. Toc. Alors, 2019. Ah. Il semblerait que Check News soit en partiel désaccord avec ce que je dis. La promesse de Gattaz de créer 1 million d'emplois a-t-elle été tenue? Le nouveau président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, a considéré lors de l'université du MEDEF fin août que l'engagement pris par son prédécesseur de créer 1 million d'emplois en échange de mesures de compétitivité avait été rempli. Regardez-moi ça, 1 million d'emplois, il est là, il est là. Il est là, vous le voyez? Regardez, il est là. Putain, je le veux. Ok. L'ambition que nous proposons, c'est ce que dit Pierre Gattaz, est de créer 1 million d'emplois en 5 ans. Ah ok, donc c'était sourcé, écrivait-il. Mais il ne s'agit pas non plus d'un engagement inconditionnel, la baisse de la fiscalité et la baisse du coût du travail. Roux de Bézieux retient comme indicateur l'emploi dans le secteur privé et intègre le tout dernier trimestre 2019. Ok. L'indicateur à retenir ici serait plutôt l'emploi dans le secteur marchand non agricole. Il a aussi l'avantage de mettre de côté le secteur associatif. Ah oui, en effet. Or, force est de constater que, même si l'on ne retient que le secteur marchand, les créations d'emplois ont été proches des objectifs de l'ancien président du MEDEF. Selon les derniers chiffres de l'INSEE, l'emploi dans ce domaine s'est élevé au premier trimestre à 16,9 millions de personnes, soit 804 000 emplois supplémentaires en 5 ans. Tous ces emplois constituent-ils pour autant le résultat de l'engagement pris par Pierre Gattaz et derrière lui l'ensemble des entreprises de France? Pour rappel, cette baisse des coûts de production s'était concrétisée à l'époque par diverses mesures en faveur des entreprises prises par François Hollande, comme le CICE ou le pacte de responsabilité. Dit autrement, ces mesures réclamées par le patronat ont-elles permis de créer 1 million d'emplois en plus de ce que la conjoncture elle-même génère en temps normal? Voilà, c'est ça qu'il faut regarder, hein, mesdames, messieurs. C'est pas est-ce que le CICE... Enfin, c'est pas combien d'emplois ont été créés, parce que là, il y a des effets de conjecture qui, encore une fois, sont les mêmes partout en Europe. Ce qui compte, c'est est-ce que le dispositif qui a coûté 20 milliards par an à la France, voire même 40 milliards sur l'année où il a été transformé en baisse de charge, est-ce qu'il a été efficace? Selon l'INSEE, de 2013 à 2017, soit à peu près la période qui nous intéresse, ces mesures, donc c'est l'INSEE, hein, c'est pas la France Insoumise, hein, ces mesures auraient directement enrichi la croissance d'environ 300 000 emplois salariés. Sauf que cette estimation n'intègre pas ce qu'on appelle le bouclage macroéconomique. Autrement dit, il ne fait état que des contributions brutes d'emplois liées à ces mesures, sans en soustraire les emplois détruits du fait de leur financement. Création d'impôts sur d'autres publics comme les ménages par exemple,
ou la baisse de dépenses publiques ralentissant la croissance. Ah, donc, l'INSEE nous dit, ces mesures, c'est plutôt en propre 300 000 créations d'emplois, sauf qu'il faut retirer de cela, ce que... par exemple, en fait, c'est assez logique. Si l'État a 20 milliards de plus par an, il peut embaucher des fonctionnaires, par exemple. Il peut financer des emplois aidés, etc. Il peut soutenir l'économie autrement pour relancer la croissance qui créerait de l'emploi également. Selon l'OFCE, en intégrant ces effets macro, les mesures de compétitivité adoptées sous Hollande auraient permis de créer entre 2013 et 2018 quelques 240 000 emplois nets. Un chiffre non négligeable, mais qui ne représente que 30% des 800 000 créés sur la période et seulement 25% du million sur lequel s'était engagé Pierre Gattaz. Rien ne dit, par ailleurs, que les 40 milliards d'euros du pacte et du CICE, ah oui, parce que pacte de responsabilité plus CICE, c'est pas 20, mais c'est 40 milliards par an, n'auraient pas généré autant de postes de travail s'ils avaient été dépensés sous une autre forme, notamment dans une politique de la demande et non pas dans une politique de l'offre. Une politique de la demande, ça veut dire par exemple que au lieu de baisser les impôts des entreprises, tu utilises l'argent pour créer des emplois aidés. En créant des emplois aidés, tu recrutes des Françaises et des Français qui vont être, du coup, voire même des emplois de fonctionnaires, hein. Pas forcément des emplois aidés, pas forcément des emplois jeunes, mais tu recrutes des fonctionnaires. En recrutant des fonctionnaires, tu sors des Françaises et des Français de la précarité, tu les sors du chômage. En les sortant du chômage, tu crées de la relance de la croissance, tu crées de la demande, et cette demande elle-même va permettre de relancer le secteur privé. C'est ça, hein, la différence entre politique de l'offre et politique de la demande. Politique de l'offre, tu baisses les impôts des entreprises pour que ces entreprises embauchent. Politique de la demande, tu recrutes des gens, tu donnes du travail et même de l'argent, hein, parce que politique de la demande, ça peut être simplement redonner de l'argent à ceux qui en ont le moins. Et cet argent, il va être immédiatement investi dans l'économie. Et en étant investi dans l'économie, il va relancer l'économie. À titre non pas de comparaison, mais d'information, les 5 années qui ont précédé la dernière crise ont vu la création en France de 500 000 emplois. Et les 5 années précédentes, il y en a eu 1,7 million. On rappelle, hein, vous voyez, Jospin, Jospin, 98-2002, c'est la période Jospin. Jospin, à qui on peut reprocher plein de choses, notamment d'avoir beaucoup privatisé, ce qui est vrai, hein. Mais Lionel Jospin, lui, il a mené une vraie politique de relance par la demande, notamment avec les fameux emplois aidés, les emplois jeunes, le recrutement de fonctionnaires. Et vous voyez qu'au total, il y a eu création de 1,7 million d'emplois. On parle bien ici, j'imagine, puisqu'il faut comparer des pommes et que Libération, normalement, fait plutôt bien son travail. J'imagine qu'on parle bien d'1,7 million d'emplois, d'emplois salariés dans le secteur marchand. Tiens, vous l'avez. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Emploi salarié. Pourquoi est-ce qu'on voit pas Ah bah oui, parce qu'on a une forte croissance. Ok. Voilà, là, vous la voyez là. Ah bah vous la voyez pas parce que j'ai ma souris devant. Là, vous voyez la croissance dans l'emploi salarié. Donc, vous voyez que ce qu'a fait la politique qu'a eu Lionel Jospin, qui consistait à diminuer la durée du travail avec les 35 heures, recruter des contrats aidés, des emplois jeunes, qui consistait également à embaucher des fonctionnaires, cette politique a contribué à stimuler l'emploi salarié dans les secteurs marchands. Donc c'est bien ce qu'on appelle une relance par la demande. Ainsi, la période générée, ok, très bien. Voilà. Donc, ce que l'on peut dire, c'est bien que... C'est bon, j'ai pas dit de la merde. Ce que l'on peut dire, c'est bien que le CICE a eu un impact beaucoup moins important sur les recrutements, sur l'emploi, sur l'économie que ce qui était promis. C'est donc bien une dépense publique exceptionnelle qui, en dépit de sa sous-performance, en dépit de son efficacité tout à fait contestable, a été pérennisée par qui? Je vous le donne en mille. Emmanuel Macron, mesdames, messieurs. Et oui, merci évidemment à Maud Bréjon. Merci à Maud Bréjon de cet aveu, c'est tout à fait passionnant. Augmentation des impôts. Moi, je voudrais quand même redire ici qu'il est hors de question de faire des augmentations généralisées d'impôts pour tous les Français. On va demander des efforts exceptionnels et ciblés aux plus fortunés.
Alors là, vous voyez, là, elle te dit on va demander des efforts exceptionnels et ciblés aux plus fortunés, alors même qu'elle a refusé de répondre, ce qui nous donne une idée de la réponse. Elle a refusé de répondre à la question va-t-on augmenter les impôts sur l'électricité, enfin sur l'énergie. Donc il y a le discours de Michel Barnier, on va augmenter temporairement et de façon exceptionnelle les impôts des plus fortunés. Et puis il y a ce qui est envisagé en ce moment, c'est-à-dire augmenter les taxes sur l'énergie qui pèseraient sur tout le monde. Encore une fois, le discours, les actes, tout ça, bon, j'ai envie de dire, je fais plus les commentaires, enfin, je veux dire, c'est bon, vous les connaissez, enfin, je veux dire, ce sont des tartuffes, leur parole n'a plus aucune valeur, ils mentent comme des arracheurs de dents, ils se font prendre en flagrant délit, ils continuent malgré tout, c'est bon, vous connaissez, enfin, je veux dire, je pars du principe que si vous êtes là, vous connaissez, c'est bon, on va pas, c'est bon, je veux dire, c'est bon, quoi. Insérez ici les commentaires habituels. Voilà, exactement. Hein. J'ai envie de dire, allez voir le stream de lundi dernier. De toute façon, j'ai tout donné lundi dernier sur le stream de Gérald Darmanin. Je le dis... Ah bah non, Pem, il doit être en pleine pause déj, là. Je pense qu'on va monter aujourd'hui le stream Gérald Darmanin de la semaine dernière. On n'a pas eu le temps de le faire. Mais je pense qu'on va le monter là maintenant. Alors, de toute façon, ça s'est pas démodé. Voilà. Bonjour, le dernier épisode, c'était la fin de la démocratie. Rien de neuf. Non, rien de neuf, tout à fait. Écoutez, sachez que, alors vous pourrez aller voir, sachez que, mais c'est quand même fou, hein, donc sur Move, jeudi soir dans l'émission Tunnel, avec Marie-Patou Yachtam et Edoui Plenel, animé par Anna Toumazov. Donc j'ai refait mon refrain, hein, que je fais maintenant à chaque fois que je prends la parole, de dire, écoutez, voilà, on est sorti de la démocratie, l'ère de la post-vérité nous a entraînés dans l'ère de la post-démocratie, la France ne peut plus être qualifiée aujourd'hui de régime démocratique, puisque le peuple a eu la parole et sa parole n'a pas été respectée. Voilà. Donc je l'ai dit, hein, c'est sur Radio France, hein, Move, c'est une des antennes de Radio France. Donc je l'ai dit, et alors écoutez, quelle ne fut pas ma stupéfaction de constater que... dans le plateau, cette parole n'était pas accueillie par des haussements de sourcils circonspects, mais plutôt par des moues approbatrices, hein, j'ai envie de dire. Edoui Plenel a même dit, après ce tunnel, puisque c'est le concept de l'émission, après ce tunnel que je m'étais autorisé, Edoui Plenel a même dit, mesdames, messieurs, c'est public, vous pourrez le vérifier. Il a même dit, Clément parle d'or. Voilà, j'ai pas la voix pour faire Edoui Plenel. Mais Edoui Plenel a dit que je parlais d'or quand je disais que la France n'est plus une démocratie, donc... J'ai été validé par Monsieur Edoui. Donc c'est bon, hein, c'est bon. Parfaite imitation. C'est classe, très classe. Très classe. En vrai, 8 sur 10, mon Plenel. Non, mais j'ai un meilleur Plenel normalement. Mais là, j'ai pas le... J'ai un meilleur Plenel, mais j'ai pas la voix pour, là. Il me manque un peu de souplesse. Bref, donc voilà, c'est bon, hein, c'est bon. Enfin, de toute façon, maintenant, je vais pas le répéter. Je l'ai dit, je l'ai crié, j'ai fait les capsules, j'ai ouvert ma gueule. En fait, j'ai l'impression que tout le monde le sait. J'ai juste l'impression que tout le monde le sait. Et les gens sont là, ouais, on est d'accord, ouais, bien sûr. Hein. On n'est plus en démocratie, ouais, non, mais carrément, ouais, on est d'accord. Bon, bah voilà. Hein. Le son. Il est bien. Attends, c'est quoi? Host le fait mieux que toi. Ouais, mais Host, oui, bon. Il est bien, mais tu passes après Usul. Non, mais Usul, il a un Edoui Plenel pixel perfect. Non, mais j'ai un bon Edoui, en vrai. J'ai un bon Edoui. Mais là, c'est... Jean Massier estime que déni de démocratie, c'est trop fort comme expression. Bah, je pense qu'il se trompe. Je pense qu'il se trompe. Je pense qu'il se trompe et que déni de démocratie, le mot est absolument nécessaire et qu'il faut au contraire l'assumer. Hein. Et je suis pas le seul. Alors le mot tout le monde ne l'assume pas, mais quand tu as Gérald Darmanin, enfin tu vois, quand tu as Henri Guénaud lui-même qui te dit que le gouvernement n'a pas de légitimité démocratique, quand tu as Dominique de Villepin lui-même qui te dit que les choses n'ont pas été faites dans le bon ordre et que Lucie Castet était légitime si elle le désirait à tenter de gouverner, quand tu as Jean-Louis Debré, ancien président de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, qui te dit exactement la même chose, quand tu as Gérald Darmanin qui lui-même explicitement lundi dernier te dit oui, nous, le peuple a voulu dire que il ne voulait plus que nous continuions à gouverner. Le message du peuple est très clair. Ils ont voulu nous renvoyer des affaires, tout à fait. Et que aux affaires, tu as le macronisme ainsi que les républicains, le tout sans que la gauche ait eu l'opportunité de tenter de gouverner. Il me semble que le mot
le mot de déni de démocratie, il est pas fort. Il me semble qu'il est tout à fait nécessaire, au contraire. Il est tout à fait nécessaire. Mais encore une fois, c'est pas parce que les traditions sont pas écrites qu'elles ne comptent pas. D'ailleurs, ça, c'est c'est même un des principes essentiels du droit constitutionnel. C'est pas parce que les traditions ne sont pas écrites qu'elles ne comptent pas. Et en l'occurrence, il y a une tradition très claire dans les régimes parlementaires, la France, mais également les autres démocraties parlementaires autour du globe. La tradition est la suivante. C'est le parti ou la coalition arrivée en tête lors des élections législatives qui, si elle le désire, cette coalition, c'est la coalition arrivée en tête lors des élections législatives qui, si elle le désire, est légitime à tenter de constituer un gouvernement. Point. Donc, tous les mots sont importants. Une coalition peut tout à fait arriver en tête. Et renoncer à tenter de gouverner. C'était le choix fait par le Rassemblement national. Je reviens dessus, mais c'est important. Je vous rappelle que Jordan Bardella a dit non mais nous, soit on a la majorité absolue et on va à Matignon, soit on n'a pas la majorité absolue et on n'y va pas. C'est dans la Constitution. C'est pas dans la Constitution, c'est une tradition des régimes parlementaires, en France comme ailleurs, mais ça n'est pas parce que cette tradition n'est pas dans la Constitution qu'elle n'a pas de valeur, et notamment pas de valeur démocratique. D'ailleurs, il y a des traditions qui ne sont pas dans la Constitution, mais qui sont reconnues par le Conseil constitutionnel comme ayant une valeur constitutionnelle. C'est ce qu'on appelle les principes fondamentaux de la République française. Okay ? Il y a des traditions qui ne sont pas dans la Constitution, mais que le Conseil constitutionnel lui-même considère comme ayant valeur constitutionnelle. C'est ce qu'on appelle les principes fondamentaux de la République française. Bon. Donc, cette tradition n'est pas reconnue comme telle par le Conseil constitutionnel à ma connaissance, et peut-être pas encore. Mais pour une raison simple, c'est que le cas s'est jamais présenté en France. Mais en réalité, le fait que c'est le parti arrivé en tête qui, s'il le désire, est légitime à tenter de gouverner, ce principe-là existe dans toutes les démocraties parlementaires au monde. La méthode est la même partout. Quand, à la fin des élections législatives, on va voir le parti arrivé en tête et on lui dit « Est-ce que vous voulez tenter de gouverner ?» Ce parti peut refuser, c'est ce que disait le Rassemblement national, par la voix de Jordan Bardella. Nous, soit on a la majorité absolue, on y va, soit on l'a pas et on n'essaye même pas. Donc le parti peut refuser, mais si le parti ou la coalition arrivée en tête le désire, cette coalition est légitime à tenter de constituer un gouvernement. Et c'est là où se niche le déni de démocratie qui pour moi est absolument manifeste, c'est qu'à partir du moment où le nouveau Front populaire, coalition arrivée en tête au soir du 7 juillet, c'est incontestable. C'est incontestable et ça n'est pas contesté. Retournez voir les réactions au soir du 7 juillet, les réactions en plateau, personne ne conteste au NFP le fait que c'est la coalition arrivée en tête. Personne. Qu'on vienne pas me dire après, oui mais regardez, Macron plus LR, ils sont arrivés en tête. Non, au soir du 7 juillet, pour tout le monde sur les plateaux, c'est clair, c'est le NFP qui est arrivé en tête. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a à l'époque pas d'alliance entre LR et le macronisme. LR et le macronisme ne se sont donc pas présentés devant les électeurs comme unis. C'est très important de rappeler tout ça, toujours, de réinsister toujours là-dessus. Parce que sinon, effectivement, si on rappelle pas tout ça, il y a des arguments pour dire bah non, c'est pas un déni de démocratie parce que Cazeneuve, parce que je sais pas quelle connerie, parce que regardez, c'est Yael Braun-Pivet qui a été élu, etc. Donc c'est très important de rappeler toujours les circonstances qu'on a connues le 7 juillet, de rappeler quel a été le débat électoral. Le débat électoral des législatives était clair. Il y avait qui se présentait aux Français plusieurs options. Le nouveau Front populaire, option unie derrière un ensemble de candidats et derrière un programme. Il y avait le bloc macroniste, coalition unie derrière un ensemble de candidats, derrière un programme. Il y avait les LR, parti uni derrière une liste de candidats et qui a refusé le Front républicain et qui se présentait en opposition au macronisme, et le Rassemblement national. C'était ça le débat électoral. Au soir du 7 juillet, il est clair pour tout le monde que c'est le NFP
qui a gagné les élections législatives. Et donc, en vertu de toutes les traditions parlementaires, celles qui existent en France et qui ont eu cours en 93, avant 93, en 86, avec les 2 premières cohabitations, en 98, avec la cohabitation de Lionel Jospin, mais aussi, je le rappelle, qui ont eu cours en 2022. En 2022, c'est le macronisme qui est le premier parti à l'Assemblée nationale. Il était légitime à tenter de gouverner, c'est ce qu'a fait Elisabeth Borne. C'est pour ça qu'à l'époque, moi-même, je n'ai pas crié au déni de démocratie. Je considérais que, effectivement, la République en marche était parfaitement fondée à tenter de gouverner si elle le désirait, puisqu'elle était le parti, la formation arrivée en tête au soir des législatives. Certes, majorité relative, mais majorité quand même. La situation du NFP au soir du 7 juillet n'est pas différente de la situation du macronisme au soir des législatives 2022. Ils sont le parti majoritaire. Point. Donc, à partir de là, si le nouveau Front populaire désirait gouverner, ce qui était le cas, si le nouveau Front populaire était capable de se donner un leader ou une leader, ce qui a été le cas, certes trop tardivement, bon, il y a plein de choses, ici on pourrait mettre plein de mais ces mais ne comptent pas pour l'analyse institutionnelle. À partir du moment où le NFP est arrivé en tête, est uni, reste uni et se choisit un leader, ce leader était, cette leader en l'occurrence, Lucie Castet, était légitime, si elle le désirait, à tenter de gouverner la République française. Aurait-elle été censurée ? Oui. Oui. Je l'ai dit le 8 juillet, je ne vais pas me dédire. Bien sûr qu'elle aurait été censurée. Mais ce qui est important, c'est pas que le NFP n'aurait pas pu gouverner. Ce qui est important, c'est que le NFP, s'il le désirait, était légitime à tenter de gouverner. Et vous savez quoi ? Lucie Castet aurait été censurée, peut-être, mais peut-être qu'elle n'aurait pas été censurée avant, par exemple, d'abroger la réforme des retraites. Parce que ça, pour le coup, il y avait une majorité à l'Assemblée nationale. Personne ne peut prédire ce qui serait passé avec une Lucie Castet première ministre. Personne. Il y a un monde où elle réussissait à nouer une espèce d'alliance baroque avec une partie des macronistes. Elle réussissait à slalomer, à ne pas être censurée instantanément. Elle réussissait peut-être même à toper un deal. Alors, c'est un deal qui pue. Elle réussissait peut-être même à toper un deal qui pue avec le RN en leur disant « censurez-moi si vous voulez, mais attendez au moins qu'on ait abrogé la réforme des retraites ». Personne ne pouvait le savoir. Donc, à partir du moment où Lucie Castet voulait tenter de gouverner, elle était légitime à le faire. Non pas à gouverner, mais à tenter de gouverner. Et ne même pas lui avoir donné cette opportunité, c'est un déni de démocratie, voilà, point. C'est un déni de démocratie. C'est aussi simple que ça. Et qu'on vienne pas me parler de Bernard Cazeneuve ne fait pas partie du nouveau Front populaire. C'est aussi simple que ça. Bernard Cazeneuve ne fait pas partie du nouveau Front populaire. Ne me dites pas, oui, mais le NFP, s'ils avaient été un peu plus souples, etc., ils auraient pu Bernard Cazeneuve. Mais Bernard Cazeneuve ne fait pas partie du NFP. Donc à partir de la fin du débat. Fin du débat. Donc voilà, écoutez, le camarade Jean Massier, il est responsable de ces analyses. Et je suis sûr qu'il a de bonnes raisons d'en être lui-même convaincu. Je pense qu'il se trompe. Je pense qu'il se trompe, ou du moins je ne partage pas son opinion. Je ne partage pas son opinion. Je pense que moi, au contraire, on est en plein déni de démocratie. Et Dard, tu dis les législatives ne servent pas à élire le Premier ministre. Ben, en fait, si. En fait, précisément. Elles ne servent pas à élire le Premier ministre parce que le Premier ministre n'est pas élu, mais ce sont les législatives qui ont toujours déterminé en France quelle serait la couleur politique du Premier ministre nommé. En fait. Et c'est la raison, d'ailleurs je suis cohérent avec moi-même, c'est la raison pour laquelle à l'époque où Mélenchon, dont un certain nombre ici savent que je ne le porte pas nécessairement dans mon cœur, quand Mélenchon a dit « élisez-moi Premier ministre » et que tout le monde a crié au détournement de nos institutions, mon analyse c'était de dire « écoutez, oui, certes on n'élit pas le Premier ministre, et certes le mot de Jean-Luc Mélenchon est un peu est exagéré, il est même faux dans le cadre d'une démocratie parlementaire, mais sur le fond, ça fonctionne exactement comme ça. C'est-à-dire que si c'est à l'époque la NUPES
qui a la majorité à l'Assemblée nationale. La NUPES est légitime à gouverner. Et si la NUPES se choisit Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre, alors il ne fait aucun doute que Emmanuel Macron n'aura d'autre choix que de nommer Jean-Luc Mélenchon. Il aura donc bien été élu, si on veut, Premier ministre. Donc, non, ou pour le dire autrement, les élections législatives servent à donner la couleur politique de la formation qui pourra, si elle le veut, tenter de gouverner. Voilà. Je le dis autrement. Certes, les législatives ne désigne pas le Premier ministre, mais elle désigne la couleur de la formation qui, si elle le désire, pourra tenter de gouverner. Voilà, point. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. En tout cas, c'est mon opinion, en laquelle je crois dur comme fer. Je vous lis un peu. Macron daltonien, peut-être, hein, qui sait. Souvenir de Brice d'Aegis. Ouais, terrible. Attendez, je vous lis un peu. La douille mise par Chirac à la réduction de la durée du mandat présidentiel. Mais, ouais, en fait, c'est pas une douille. Déjà, de toute façon, c'est pas Chirac qui voulait la réduction de la durée du mandat présidentiel, c'était Jospin. Et la douille, tu veux dire l'inversion du calendrier. On va pas revenir là-dedans, ça c'est... Ça, par contre, ce qui est intéressant, c'est que... Bref, on va pas revenir là. Donc, je n'ouvre pas le débat, on en parlera un jour. Mais là, on n'a pas le temps, il faut pas que je traîne trop, j'ai une séance photo. Je suis déjà en retard. Enfin, je suis pas en retard, mais faut que j'aille préparer mes tenues. Bref. Bon, écoutez, c'est bien. Hein. Vous voyez comme quoi, vous m'avez lancé, vous m'avez activé. Je suis parti au quart de tour. Mais tu vas faire un débat avec Jean sur le sujet. Bah, peut-être à l'occasion. Qui sait. Ça fonctionne quand il y a une majorité absolue, sinon je suis moins convaincu. Mais je vois pas ce que ça change en fait, Dart. Parce qu'en fait, quand il y a une majorité absolue, là où tu as raison, c'est que quand il y a une majorité absolue, tout ce que je viens de dire ne fait pas l'ombre d'un doute. En fait, tout ce que je viens de dire quand il y a une majorité absolue fait partie de l'évidence. Mais en fait, quand tu as une majorité relative, il faut bien respecter le vote. Il faut bien, certes, là où tu as raison, c'est que quand il y a une majorité relative, il y a une question d'alliance. Il y a une question d'alliance à conclure. Donc, le fonctionnement des institutions n'est pas exactement le même. Mais il faut bien une manière de décider qui est légitime en premier à tenter de constituer une alliance. Parce que sinon, c'est n'importe quoi. Enfin, tu vois, à un moment donné, il faut que le suffrage du peuple compte. Il faut que la volonté exprimée par les électeurs dans les urnes compte. À un moment donné, il faut quand même se souvenir que la formation arrivée en tête, c'est celle qui a recueilli les suffrages du plus grand nombre de Français. Et ça, il faut que ça compte. Il faut que ça ait un impact. Et donc, c'est pour ça que la tradition parlementaire est la suivante. C'est le groupe arrivé en tête qui, le premier, tente de constituer une alliance. Et s'il n'y parvient pas, il passe la main au groupe arrivé en deuxième. Et si le groupe arrivé en deuxième n'y parvient pas, il passe la main, etc. Mais tu peux pas me dire que dès lors qu'on est en situation de majorité relative, c'est la foire à la saucisse, tout le monde fait n'importe quoi, on constitue ce qui s'est exactement passé en France, des alliances n'importe comment, dans n'importe quel sens, et tant pis pour la formation arrivée en tête. À un moment donné, il faut respecter la volonté du peuple français. Il y a une élection, il y a un candidat ou une alliance qui est arrivée en tête. C'est cette alliance qui a eu la faveur du suffrage des Français. Cette alliance est légitime à tenter de gouverner en premier. Et si elle n'y parvient pas, à ce moment-là, on passe la suite. Ce qui est terrible, c'est que si Emmanuel Macron avait nommé Lucie Castet en demandant à ses troupes de la censurer immédiatement, et que juste après, il avait nommé Barnier, mais j'aurais aucune critique. Ce qui est terrible, c'est qu'il n'a pas respecté la première étape. Or, elle est absolument essentielle. Il y a quelqu'un qui dit, il y a un décalage entre la théorie, tu as juste Clément, et en pratique, c'est la gauche qui est en plein déni. Bah non, tu peux pas dire ça. C'est là justement, ce qui compte, c'est que dit le fonctionnement de la démocratie. Soit on est en accord avec elle et on vit dans une démocratie, soit non, et on en est sorti. Que la gauche soit en plein déni, moi, j'ai pas arrêté de le dire. Je l'ai dit le 8 juillet. Attendez, me faites pas passer pour un bisounours. Le 8 juillet, j'ai dit, il faut pas qu'ils cherchent à gouverner, ils y parviendront pas. Ils sont en train de s'illusionner. En fait, la gauche n'avait que deux solutions au 8 juillet au matin. Soit la gauche disait, on va faire des alliances, on va assouplir le programme du NFP, on va essayer de gouverner avec une partie de la Macronie. Certes, ça va faire mal aux fesses, mais on essaye, on fait une sorte de grande coalition. Et là, dans ce cas-là, il y avait un chemin pour constituer une majorité. Soit le 8 juillet au matin, la gauche disait, comme Jean-Luc Mélenchon,
Nous, c'est tout le programme du NFP, rien que le programme du NFP, et il fallait même pas chercher à gouverner. Il fallait faire comme Bardella, il fallait être plus malin et dire non, nous refusons le gouvernement, par contre, nous demandons un changement institutionnel. S'ils avaient fait ça, on aurait eu le gouvernement Barnier, mais le gouvernement Barnier aurait été légitime, parce que le NFP aurait refusé de tenter de gouverner. Donc là où je suis d'accord avec vous, c'est que à gauche, il y a une forme d'illusion. Je suis tout à fait d'accord. Je n'ai pas arrêté de le dire, qu'ils se sont trompés. Ils se sont trompés, et le fait de... Mais de la part de Mélenchon, il y a eu énormément de tactique dans tout le NFP, rien que le NFP. Bon, je ne rentre pas là-dedans. Mais par contre, non, vous ne me convainquez pas du tout. Je lis vos arguments, et vous ne me convainquez pas du tout. Et Dart, pour te répondre, je pense que en cas de majorité relative, certes, le fonctionnement des institutions est moins évident, mais il faut quand même que les institutions incorporent cette exigence démocratique essentielle c'est la coalition arrivée en tête qui doit, la première, avoir la chance de tenter de gouverner. Et si tu ne respectes pas ça, tu ne respectes pas le suffrage des Françaises et des Français. Et en l'occurrence, même si je pense effectivement que la gauche est délulue et qu'en aucune manière elle pouvait se maintenir au pouvoir, il n'est pas sûr que Lucie Castet, en manœuvrant habilement, n'eût pas été en position de faire adopter quelques textes avant d'être censurée. Faire adopter quelques textes, ça a l'air de rien comme ça, mais pour les Françaises et les Français, ça peut vouloir dire, par exemple, revenir sur la réforme des retraites. Ah bah je crois que c'est pas rien, moi. Donc voilà, non, encore une fois, sauf malgré tout, enfin voilà, je suis pas d'accord avec l'analyse de Jean Massier, tout simplement, mais il n'est pas le seul à la faire. Hein. Il n'est pas le seul à la faire. Je suis pas d'accord avec cette analyse. Je la trouve conservatrice. Et voilà, enfin conservatrice, le mot est peut-être fort, mais en tout cas, je suis pas d'accord avec cette analyse, quoi. Je pense qu'elle est beaucoup trop indulgente à l'égard de ce qui est en train de se passer en France aujourd'hui. Et d'ailleurs, on le voit, hein, puisque la conséquence de tout ça, c'est qu'on a la conséquence in fine de tout ça, c'est que, et qui me semble-t-il est le dernier clou dans le cercueil de la théorie qui dirait qu'il n'y a pas eu de déni de démocratie, la conséquence de tout cela, c'est que les Françaises et les Français se sont massivement rassemblés derrière le Front républicain, et malgré tout, on a un gouvernement qui ne tient que par le bon vouloir du Rassemblement national. Bon, bah, fin de la blague, en fait. Tu dis ça et fin, terminé, quoi. Que quelqu'un vienne m'expliquer sans trembler des genoux que c'est pas un déni de démocratie. Que les Françaises et les Français votent massivement pour le Front républicain, rejettent massivement le Rassemblement national pendant les élections, Rassemblement national qui aujourd'hui a droit de vie et de mort et de contrôle sur l'actuel gouvernement. Venez m'expliquer que ça, c'est pas un déni de démocratie. Alors là, j'attends, mais alors avec une impatience gourmande. Voilà mon opinion sur le sujet. Qui, même si je me permets de la donner de manière appuyée et de manière vigoureuse, peut-être, qui n'est rien d'autre que mon opinion et mon analyse. C'est-à-dire que je défends cette voie, certes, avec vigueur, une vigueur qui est alignée avec ma propre conviction et la propre intensité de ma conviction, mais je reste tout à fait lucide, ça n'est rien d'autre que ma conviction. Et si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'êtes pas aligné, si vous trouvez que j'ai tort et que c'est contestable, eh ben écoutez, vous en avez le droit le plus absolu. Hein. C'est mon analyse. C'est mon analyse. Ça n'est que mon analyse, tout simplement. Et comme vous l'avez vu, il y a d'autres analystes qui ne sont pas d'accord. Donc, qui sont sur une autre ligne. Donc c'est intéressant. Ça crée du débat.